sur la route. Voilà. Donc, mon nom, c'est René Furman. Je suis responsable du pôle d'expertise santé chez Adista. Donc, nous sommes dans les nouveaux locaux des Codex. Alors, pourquoi un pôle santé chez Adista? Tout simplement parce que nous avons développé une verticale santé que je vais vous présenter au fur et à mesure. Jean Bianchi en fait partie. Il est basé à Bordeaux. On fait partie du pôle expertise. Donc, on est beaucoup dans le pôle expertise. Il n'y a pas que Jean et moi. C'est à peu près 85 personnes qui représentent en fait à la fois les activités de commerce, d'offres, de build et de run, qui sont rentrées en fait de la certification HDS que nous avons. Je vous expliquerai après ce qu'est le data center et comment on va se développer à travers la France. L'autre chose aussi importante pour nous, au niveau du pôle d'expertise, que j'ai souvent tendance à donner comme exemple, c'est que pour nous, MCO, ce n'est pas maintien en condition opérationnelle. Pour nous, MCO, c'est médical, chirurgie, obstétrique. C'est ça la grosse différence qu'il y a entre nos camarades et la partie du pôle, parce qu'on est quasiment tous des anciens de la santé, d'ailleurs, patient ou autre. Donc, on connaît bien cet environnement-là. L'autre raison, les premiers agréments, on les a eus il y a 7 ou 8 ans. L'assertif, on l'a eu il y a 5 ans, à peu près. L'autre chose, pourquoi on a développé la verticale, parce que nous avions des clients en fait santé hébergés naturellement chez nous, ou avec du TECO, ou avec de l'hébergement. Et donc, il était important que nous passions ces certifications-là, parce que ça représente un chiffre d'affaires important que je vous expliquerai, en tout cas pour la santé. Voilà pour le pôle d'expertise santé en général. Donc, moi, j'ai une vue nationale en fait, de tout ce qui se passe. On vient en support des commerciaux pour avoir un discours vertical. On a développé des offres spécifiques pour la santé. J'expliquerai avec des cas d'usage. On a une bonne connaissance de l'écosystème, aussi bien des distributeurs que on est opérateur MS Santé, par exemple. On a une bonne relation avec l'ANS, l'Agence numérique en santé. On a des bonnes relations aussi avec les grades en fonction des régions, dans les groupements régionaux d'appui de développement de l'e-santé, ou plutôt dit souvent GCS, e-santé. Donc on est vraiment dans tout cet écosystème. La présentation, ce que je vais faire quand même, c'est repositionner en fait le groupe inhérent. C'est peut-être un nom que vous avez vu quelque part. Je vais expliquer pourquoi ce groupe inhérent. Ensuite, je viens dans les offres Adista et je vous ferai une dichotomie à ce qui est dans le marché et ce qui n'est pas dans le marché. Il y a beaucoup de choses dans le marché, mais il y a des choses qui n'y sont pas. Ensuite, des expériences significatives avec des cas d'usage, quel que soit donc, sur du médico-social, sur de la CCRS, sur du MCO, là je cherche mon autobus, voilà, sur du VHT par exemple, ou sur du flux et autres. Et à la fin, rapidement, je présente évidemment le marché, les conditions d'accès, combien ça coûte, c'est pas cher, donc voilà, et c'est ça qui intéresse. Donc déjà, qui sommes-nous? Groupe Inhérent, enfin, c'est plutôt une marque ombrelle en fait qui a été créée. Enfin, le nom de la marque ombrelle, pardon, elle date de 18 mois à peu près. En fait, c'était anciennement Groupe Adista. Groupe Adista, on l'a renommé en Groupe Inhérent pour faire une dichotomie entre nos 3 activités principales sur 3 marques différentes. Unique, je vais commencer par celle-là, parce que celle-là, vous ne la connaissez pas. Unique, en fait, ça représente toute la vente indirecte de Adista. C'est-à-dire que Unique aujourd'hui gère des distributeurs ou gère des intégrateurs. Les intégrateurs vendent les offres sur marque blanche et les distributeurs revendent en fait des solutions plutôt orientés sur les PME, petites PME, TPE. Adista, nous, ce qu'on appelle Adista chez nous, vente directe, on est plutôt orienté sur les grosses PME, ETI, voire même sur des grands comptes. Donc on vend direct pour la partie Adista, opérateur de services hébergés sur la partie là. Et on a fait l'acquisition il y a 18 mois, pareil, 18 mois, 2 ans à peu près, d'une société qui s'appelle CyberProtect, qui est basée à Lyon. On a gardé la marque. CyberProtect, c'est le SOC, en fait. C'est un Security Operations Center qui collecte des informations. Pour information, aujourd'hui, CyberProtect gère 5 milliards d'événements à peu près par semaine, qui remontent en fait dans le SOC de CyberProtect. Donc, eux sont là pour nous protéger d'un point de vue SOC. Sachant qu'évidemment, sur la partie cyber, à distance, on le faisait depuis le début, ne serait-ce que par design, parce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui de l'hébergement d'informatique sans faire de cyber ou tout. Mais là, c'est notre SOC. Nous n'avions pas de SOC. Enfin, on avait un mini-SOC, mais pas comme celui-là. Il opère 24/24, 7/7. Il est franco-français, c'est basé en France, en 24/24, 7/7, en présentiel, pour détecter les attaques et faire la réponse qui va bien derrière. Voilà les 3 marques. Et donc, Adista, c'est vrai, Play inhérent, et puis c'est le groupe inhérent. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous faites de la vente indirecte, Adista achète un inhérent, Unique achète un inhérent. C'est les règles de l'ARCEP qui la posent. Alors, pour présenter en fait Groupe Inhérent, pour le coup, en termes de chiffres, Groupe Inhérent fait 263 millions d'euros
C'est un chiffre par an, hein. C'est un chiffre qui a été réalisé à fin août 2023. Pourquoi? Parce que nous terminons notre année fiscale pour toutes les entités à fin août 2023. Donc, c'est des chiffres certifiés, hein, par le contrôle de gestion, enfin, par le CAC, c'est ça, hein, c'est le commissaire aux comptes, qui a certifié ces chiffres-là. Ce qu'il faut comprendre sur ce chiffre, c'est que sur ces 263 millions, 85%, c'est de l'abonnement. Donc, l'abonnement, en fait, on a facturé sur une année. C'est-à-dire, quand on redémarre une année, on a déjà 85% du chiffre d'affaires qui est fait. Et on va retirer de ce chiffre d'affaires les gens qui nous quittent. Donc, c'est un taux de churn. On a un taux de churn aujourd'hui qui est de 1,7%. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 1,7% de nos clients ou de nos abonnements qui nous quittent, ou alors c'est des abonnements qui baissent. Parce qu'il y a aussi ça qui est calculé dans le churn. Donc, c'est un score qui est assez important, hein. C'est-à-dire que nos clients sont plutôt fidèles. En ce qui concerne Adista Vente Directe, donc juste un petit mot sur Equadex, parce que finalement, je n'ai pas l'habitude de ce que là. Donc Equadex sont en train d'intégrer en fait, complètement le groupe Adista. Ça va se faire au fur et à mesure de la chose, mais Equadex est bien intégré au groupe Adista. Donc sur Toulouse et Pamiers, enfin Pamiers, alors je ne sais plus où on est à la Beige, d'accord, ok, donc ça c'est la Beige et ça c'est Pamiers, là, c'est un autre. Épau. Épau, pardon, en termes d'agence. Moi j'étais déjà sur les data centers. Voilà. Donc ça fait 193 millions d'euros, même règle, hein, on est à peu près à 85% de renouvellement. Ces 1000 collaborateurs, c'est même plus en fait, parce qu'on recrute tellement qu'on ne sait plus compter, nos salles sont jamais à jour. En gros, le groupe total, c'est 1200. Et sur Habitat, c'est 1000 personnes. On est présent sur 40 agences réparties sur toute la France. Alors pourquoi on a un tel déploiement pour ceux qui ont visité les locaux, vous remarquerez qu'il y a des équipes de build et de run. Pourquoi? Et c'est partout pareil, surtout sur les grosses agences, on met les équipes de build et de run au plus près du client. Même si les data centers sont un peu partout, je vous montrerai après. Mais en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est avoir des services de proximité auprès de nos clients, aussi bien d'un point de vue commerce, classique, 85 commerciaux hein, dans le groupe Adista, au niveau global. La direction commerciale, pour tout vous dire, sur les presque 1000, là, c'est 200 personnes. Donc, on y inclut des architectes avant-vente, hein, les y avait, là, il y a un représentant ici. Ex-canal historique Adista, hein, pour toi. Okay. Oui, parce qu'il y avait une agence à Toulouse. Et ça inclut également les attachés commerciaux, les gens qui font de la vente passive, les gens qui font de la vente clientèle, ainsi de suite. Ça fait beaucoup de monde. Moi-même, je fais partie en fait, de la partie plutôt commerciale. Voilà, on est ça. Donc, nous sommes certifiés HDS. Je vous expliquerai après sur quel data center et comment on va se déployer. Et pourquoi on a fait ça aussi? C'est tout simplement parce que l'origine d'Adista, ça s'est créé à Nancy en 1992, je ne sais plus. Le nom Adista date de 2008. En 2008, Adista, c'était 60 personnes. Donc, on a fait beaucoup au départ de la croissance organique et on s'est déployé. En fait, au départ, on faisait de l'hébergement, c'est une boîte d'IT à l'origine. C'est pas une boîte de telco, hein. On a plutôt vu comme du telco alors qu'on est une boîte d'IT à l'origine, hein. C'est un peu le paradigme. On est plus connu en fait sur la partie telco que sur la partie hébergement, alors que c'est 50-50 à peu près, hein, dans notre chiffre d'affaires. Donc, en fait, ensuite, on a fait sur Nancy, ce qui a été fait, c'est qu'on a surfé sur les premiers réseaux d'initiatives publiques. Vous savez, c'est les métropoles, pas les métropoles maintenant, mais les conseils départementaux, les conseils régionaux qui ont déployé de la fibre et ensuite ont pris des DSP, délégations de services publics, hein, pour pouvoir en fait opérer cette fibre. Et après, il y avait les FAI qui est au-dessus, c'est nous, pour pouvoir déployer. Et puis la première agence, parce que les premiers RIP sont arrivés à Bordeaux. Et ensuite, au fur et à mesure que les RIP se sont montés, Adista s'est déployé. C'est comme ça qu'Adista a grossi, d'un point de vue organique. Après, on fait des acquisitions. Alors, c'est le cas d'Equadex. On a fait à peu près le même taille d'acquisition sur le côté de Tours il y a 18 mois à peu près. Donc, croissance organique et acquisition. C'est les deux vecteurs de lancement. Sur ce slide-là, oui, on a le label Great Place to Work, on espère conserver. Vous savez, c'est un label qui peut obtenir en quête de satisfaction interne avec des employés qui, normalement, sont contents. C'est ça le but du jeu. Vous verrez qu'on a beaucoup de labels, de trucs là-dedans. En ce qui concerne, ça marche jamais, ces trucs-là, vous avez remarqué? Ah, c'est les écrans, oui. Ça marche. Voilà, ok. Le maillage territorial d'un point de vue data center et d'un point de vue backbone. On a notre propre backbone, si vous voyez, hein, qui relie nos 14 data centers sur toute la France. On a à peu près 100 POP de collecte en France, partout. Les liens que vous voyez là, la plupart sont à 100 gigas pour interconnecter tous ensemble. Pour pouvoir en fait capter chez nos clients directement à partir des POP de flux de données et on l'amène dans notre backbone, on l'amène sur Internet et on l'amène dans nos data centers. C'est le but du jeu.
Donc, on a 14 data centers, dont 5 certifiés HDS. Alors, il y a des data centers en propre et il y a des data centers où on est en colocation. Par exemple, sur Paris, avoir des data centers en propre, c'est un peu compliqué. Donc, on est basé sur 4 data centers à Paris qui sont data centers de téléhouse ou d'Ajaccio. Sur les certifiés HDS, donc au départ, forcément sur Nancy, qui est la maison mère, quelque part. L'adresse, d'ailleurs, siège social est encore à Nancy, même si ça se remplit plutôt ailleurs qu'à Nancy maintenant. Oui, nous avons 2 data centers certifiés HDS sur Nancy, qui étaient à la base. Ensuite, nous avons certifié 3 data centers supplémentaires d'un point de vue HDS sur Paris, qui étaient Telehouse 2, Telehouse 3 et Attraction par 5. Pour les clients en fait, purement parisiens, Paris, c'est un peu particulier par rapport aux régions. À Paris, il y a beaucoup de fibres noires. C'est très facile à avoir, c'est très, très, très fibré. Il y a très d'offres là-dessus. Et donc, avoir un lien 100 gigas, enfin, un lien en fibre noire, ça coûte 700-800 euros, c'est pas très cher. Et dessus, on peut envoyer du SAN, du NAS, du 15 gigas, du 100 gigas, du 16 gigas. On peut multiplexer avec du BD. C'est très facile à faire. Donc là, le but du jeu, c'était d'avoir des infrastructures sur Paris. En termes de progression, ce qu'on a prévu, c'est recertifier Tours, parce que Tours avait une certif niveau 1, et on souhaitait avoir la certif sur les 6 niveaux. Le 6 niveaux, ça vous parle? Non. En gros, si vous prenez une couche classique, le niveau 1, c'est le data center lui-même, les accès au data center et autres. Le niveau 2, c'est les infrastructures qu'on met à l'intérieur. Le niveau 4, je préfère passer par celui-là, c'est la partie hyperviseur qui est à l'intérieur. Le niveau 3, c'est l'OS qui est au-dessus. L'ANS s'est trompé dans ce modèle OSI. Ils ont un peu inversé les choses, mais bon, c'est mystère. Vous savez comment ça se passe des fois. C'est un peu compliqué, les consultants, de temps en temps. Et puis après, vous avez le niveau 5 qui est l'infogérance, en fait, qui va les mettre dessus. L'infogérance, donc, d'applications qui hébergent la donnée de santé à caractère personnel, parce que la législation est bien particulière autour de ça. Nous, on relève du Code de la santé, on relève du Code pénal, on relève du droit européen avec le RGPD. Là, on est en train de travailler très fort sur Nice 2, parce que nous sommes concernés par Nice 2. Alors, je crois que c'est des motifs qui vous parlent. On est en train de déployer aussi Second Cloud, on est en train de préparer toutes ces choses-là au niveau de ça. Donc, on a prévu de faire Tours, on a prévu de faire Romans-sur-Isère également pour des raisons tactiques, là, pour le coup. Saint-Etienne, c'est notre propre data center. Pour l'instant, on hésite. On ne sait pas trop si on va rester, vendre, construire un truc. Et on a prévu de certifier les 2 data centers de la Beige et Pamiers. Je n'ai pas dit de bêtises pour la région, messieurs des Codex. Très bien. Très bien, ok, d'accord, ça va. Alors, le timing, on parle de 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va dépendre en fait de la façon dont on va déployer, parce que certifier quelque chose, c'est pas toujours évident. La certif HDS, vous savez, c'est comme, je sais pas si vous allez contre l'HAS, par exemple, c'est pareil. Voilà, on rejoue notre certification tous les 3 ans et on est audité tous les ans. Voilà pour la partie là. RSE, alors tout le monde vous en parle, on est désolé, on a un petit truc qu'on n'a pas réussi à enlever là, mais on a reçu EcoVadis, la partie Gold. Toutes les sociétés vont dire qu'on fait du RSE. D'accord? Ça, c'est un truc classique. Nous, on l'a vraiment fait, c'est ça que je suis en train de dire par rapport à. Pourquoi? Parce qu'on a une direction qui dépend, une direction RSE avec des gens qui sont nommés. Donc, c'est pas quelqu'un de la qualité qui fait du RSE by the way. C'est vraiment une direction nommée avec 2 personnes qui l'accompagnent. On a fait notre bilan pas carbone, clairement. Donc, on est capable facilement de vous donner, si vous êtes hébergé chez nous, votre bilan carbone chez nous. C'est le premier point. Deuxième temps, on recycle vraiment tout notre matériel jusqu'au bout de vie, que ce soit des switches, des routeurs ou des serveurs aussi, ou des baies de stockage, voilà, j'y arriverai. Des baies de stockage, vraiment on recycle jusqu'au bout du bout. Et en fait, quand on déclasse, par exemple, des serveurs, on les mettra plutôt sur du PRA, PRI, pas sur de l'exploit, ou des fois d'ailleurs, on a des serveurs de côté pour faire de la reconstruction rapide en cas de. Alors, je vous allez entendre un mot pour moi, parce que j'ai toujours du mal avec le cryptage et autres. Moi, je dis poutrage. Pour quand une société se fait hacker. D'accord. Et donc, par exemple, aussi, là, dernier en date sur SJ1. Alors, SJ1, c'est les noms de code qu'on a en interne chez nous pour le data center. On a investi 400 000 euros sur du free cooling pour pouvoir en fait baisser la consommation énergétique et les dégagements de carbone de trucs. Et en fait, on l'a fait déjà sur un data center pour voir ce que ça donne en termes d'économie. Vous savez que le prix du gaz a augmenté, le prix de l'électricité a augmenté. Nous, c'est surtout l'élec pour faire du chaud ou du froid. On a même en prévision de monter un data center full alimenté par une ferme. Exactement.
Aide-moi pour le nom. Une sphère de métal. Métallisé, voilà, complètement. Donc, on a les schémas, on a tout. On a juste des problèmes de plan d'occupation des sols. Voilà, encore bienvenue en France. Je ne suis pas français d'origine, hein, donc c'est pour ça que. Et donc, globalement, donc on le fait vraiment pas. On a une vraie démarche. Tout notre parc véhicule est en train de migrer à full électrique. On en a acheté 40 là, récemment, et on n'arrête pas. Et en fait, pour pouvoir avoir une voiture diesel, il faut le justifier, quoi. C'est un peu compliqué. Ça, c'est pour la partie RSE. D'ailleurs, sur l'appel d'offres de la CIH, on a eu une très bonne note sur ce sujet. Nos métiers, c'est super simple. On a ce qu'on appelle les univers d'offres chez nous. Hein. On en a 4, donc du cloud et de l'infrastructure. Alors que ce soit on-prem, c'est-à-dire on installe chez nos clients, que ce soit dans notre cloud, nous, privatif, que ce soit du cloud public. On fait vraiment les trois. On est surtout dans l'hybridation. Alors l'hybridation, on vous en parle beaucoup, on en parlait beaucoup il y a 3 ans, 4 ans. Là, pour nous, pour le coup, c'est une réalité, parce qu'on le fait quasiment tous les jours. On fait de la connectivité réseau d'entreprise, ça vous l'aviez compris, parce qu'on est opérateur, et ça, c'est ce qui nous démarque par rapport à certains de nos confrères. Nous faisons de la communication et collaboration essentiellement avec des offres de Centrex, de téléphonie, plus des offres de collaboratifs autour de Teams, sachant qu'on a Teams Microsoft. Sachant qu'on est en train de regarder pour avoir une offre souveraine, franco-française, Securitas, voilà, parce que la souveraineté, on en parle de plus en plus, notamment dans les collectivités publiques, c'est important de l'avoir. Donc, on n'est pas loin en fait d'avoir en fait une offre souveraine sur cette partie-là. Par contre, les Microsoft, des fois, c'est pas toujours simple. Ensuite, évidemment, la cybersécurité dont je vous parlais, donc soit avec CyberProtect en complément, mais by design, by Adista. Et après, forcément, au milieu de tout ça, pour accompagner tout ça, on fait du conseil, on fait des formations, on fait de la conférence en la classe. Simple, hein. La map est très simple. La reconnaissance des analystes, hein, parce qu'on a des analystes qui nous regardent, Deloitte, Best Management Company, Decider Leagues nous avait signé 3 années de suite comme étant excellent, parce qu'ils ont plusieurs classements. Donc excellent, il n'est pas plus haut. Et comme on s'appelle à distance, on est le premier de la liste en plus. Donc c'est ça qui est sympa. On commence par A. Leader League dans la partie santé pharma. Comme excellent par rapport à notre offre. On a eu des trophées aussi en finance et gestion, à la DFCG, parce que évidemment, on gère bien nos sous, hein, on perd de famille, on va dire ça comme ça. On est top tech aussi sur la partie ESN de la partie top tech, et Marques, où je vais faire un petit zoom sur l'étude Marques. Je ne sais pas si vous connaissez Marques. Ah, ça ne me paraît à personne. Vous connaissez Gartner? Oui. Voilà. Le Marques, c'est le Gartner français, tout simplement. Okay. Donc sur le Gartner, hein, les noms-là, vous allez les voir, ils vont apparaître derrière, parce que c'est notre étude à nous qu'on publie, mais c'est public, hein, donc vous verrez qui sont les autres. C'est assez facile. Donc classique, hein, là vous avez les outsiders, là vous avez les performeurs, hein, qui sont plutôt par là, là vous avez les leaders, qui sont à la fois visionnaires et qui ont un gros impact sur le marché d'un point de vue financier, on va dire. Et là vous avez les visionnaires. Donc on est là, donc nous le but c'est d'aller plus vers là. C'est le but du jeu. C'est une analyse qui a été faite, hein, donc elle est transparente, on est bien, mais par contre, vous voyez que on est reconnu pour la complétude et la pertinence de notre offre. C'est ça qui est intéressant. Notre offre de fournisseur d'infrastructure. Là, je vais rentrer plus en détail. Les services de cyber renforcés et vous voyez la démarche RSE. On a bien été édité là-dessus, donc elle est réelle. J'ai un autre tableau un peu plus intéressant, parce que plus détaillé, et là, vous voyez apparaître nos confrères, je ne vais pas dire concurrents, hein, parce que nos confrères, et la moyenne qui est ici. Alors, si vous regardez Adista avec les couleurs, plus c'est foncé, plus c'est fort. C'est le principe. Par rapport à la moyenne, vous voyez qu'on est quand même un peu plus foncé que la moyenne. On est plus clair par rapport à certains leaders. Évidemment, Orange Business, vous voyez, ils ont coché toutes les cases. C'est Orange. Et pour sa partie santé, c'est Novacom, c'est pas ça. Mais en revanche, ce qu'il faut regarder bien de notre côté, c'est que déjà, on a une très bonne image, hein, parce que là, on est pas mal. On est bien, et malheureusement, quelque part, vu plutôt pour les petites organisations avec des effectifs à moins de 150. Attention, ce n'est pas le petit client chez ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. C'est juste qu'on est plus vu sur les 250. Parce qu'on a également pas mal d'organisations intermédiaires de 250 à 5000 au niveau effectif. Tout à l'heure, souvenez-vous, je vous avais dit, on a une marque qui s'appelle Unique pour faire de la vente directe. L'idée, c'est que les TPE, vraiment les toutes petites structures, parce qu'on avait des structures à 3-4 utilisateurs, consommateurs d'énergie, parce que 3-4 utilisateurs ou 30 utilisateurs ou 40 utilisateurs, c'est le même boulot, quelque part. Donc derrière, Unique va plutôt se concentrer sur les petites organisations pour que la partie intermédiaire, Adista, vente directe, qu'on se renforce au niveau-là, donc ce truc-là devient beaucoup plus foncé. C'est ça l'idée de la chose.
L'autre chose, ce qui est important, et là, moi, j'en suis un peu fier parce qu'on contribue au niveau du pôle expertise santé, c'est qu'on est quand même fort, au même titre qu'Orange, sur la partie collectivité et santé. Voilà. C'est ça qui est important par rapport à ce slide. On est membre actif de pas mal d'associations. La première que j'aime bien citer, c'est l'APSIS. Alors, j'ai acheté les CHU, ils connaissent bien. C'est l'association pour la sécurité des systèmes d'information en santé. Donc, c'est une association qui a été montée il y a quelques années déjà, hein, je ne sais plus quand, enfin bref, nous, ça fait depuis que je suis chez Atista, ça fait 6 ans maintenant, on a toujours été dedans. L'APSIS, c'est 250 RSSI, à peu près, 80% de public, 20% de privé. RSSI, donc plutôt orienté, enfin, pas plutôt, que santé. Dans cette association, il y a 20 industriels qui ont été sélectionnés pour faire partie de cette association, puis membre actif de cette association, dont Adista. Ça qui nous atteint. On vous trouvez des éditeurs et autres, mais vous trouvez aussi Adista à l'intérieur. Ça, c'est intéressant. On est également, c'est plus récent, on s'est vraiment concentré sur la partie pharma. Pour le pharma, attention, ce n'est pas la pharmacie, hein, c'est l'industrie pharmacologique. C'est tout à fait différent. Pourquoi? Parce que l'industrie pharmacologique ne traite pas de données de santé, à part dans leurs études. Nous communiquerons les slides. Hein. Ah, merci. Là, je suis juste pour vous dire que ça de me prendre en photo, je suis flatté, mais. Donc, le pôle pharma qui est basé à Chartres. Pourquoi Chartres? Parce qu'à Chartres, vous avez les gros qui sont là-bas. Et pôle pharma fait la pharmacie, donc tout ce qu'on avale et tout ce qu'on met dans les veines. Hein. Donc, globalement, c'est qu'on fait. Et aussi la partie cosmétique. Et à Chartres, vous avez la cosmétique Vallée. Hein, donc vous retrouvez les Dior, les Chanel, qui fabriquent des rouges à lèvres, les machins, les trucs. Bah, ça a les mêmes règles. Hein, c'est ce qu'on met sur la peau. Il faut faire attention quand même. Hein. Je ne parle pas de Botox, hein, là, mais on n'est pas loin quoi, dans l'histoire. En tout cas, dans le pôle pharma, et on s'est aperçu aussi que par rapport au pôle pharma, il y avait des soucis de traçabilité, mais ils ne sont pas sous un régime de décret. C'est assez marrant. Ils ont de la traçabilité, ils sont obligés de faire la traçabilité, mais ils ne sont pas sur des régimes de décret, alors que nous, on est sur des régimes de décret. Et on s'est aperçu aussi que dans le pôle pharma, il y a la data, ce n'est pas encore leur sujet. Ça commence à venir, mais justement, on va apporter en fait des choses à l'intérieur. On est sur l'éthique santé Nouvelle-Aquitaine. Alors pourquoi Nouvelle-Aquitaine? Alors nous ne sommes pas en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes en Occitanie. Hein. Genre, j'ai reçu le. Voilà, parce que moi j'ai un petit problème avec les régions françaises. Nous sommes en Occitanie, mais pourquoi éthique santé à l'ISNEA? Donc c'est toujours là, c'est régional et là c'est plutôt Bordeaux-Bordeaux. Il y a des gros incubateurs en fait en santé à Bordeaux. Et d'ailleurs, quand vous regardez les éditeurs de logiciels, les majeurs ont leur siège à Bordeaux. En fait. Donc c'est pour ça qu'on est très proche du TIC Santé de Bordeaux, qui était d'ailleurs hier, parce qu'on a fait la même chose hier à Bordeaux. Et donc on travaille très fort avec eux. Donc on accueille d'ailleurs certains de leurs incubateurs hein, chez nous en termes d'hébergement, parce qu'on a des petits programmes spéciaux pour les startups, on va dire ça comme ça. Donc au passage, on a aussi deux façons d'adresser le marché, soit les clients directs, soit via les éditeurs. J'en parlerai d'ailleurs après. Et Jean Donqui s'équipe des éditeurs en santé, là, surtout la France. Après, Club informatique Provence-Méditerranée, pourquoi j'en parle? Parce que déjà, on a pas mal d'installations sur le sud-est. Et que le CIP, là-bas, c'est un club informatique fermé. Hein, le DSI, pas fermé, pas trop quand même, parce on est au bureau. Mais à l'origine, c'était le DSI, pour exemple, cette DSI en santé, j'en viens quand même monter cette. Donc on a d'autres choses là, un peu partout, mais bon, c'est plutôt orienté santé. On ne fait pas que de la santé chez Adista, d'accord le chiffre d'affaires santé chez nous, donc on prend le médical, on prend le MC, on prend le sanitaire plutôt, on prend le médico-social, on rajoute les mutuelles, parce qu'il y a pas mal de mutuelles, on rajoute les opticiens, parce que bizarrement, on a pas mal d'opticiens chez nous. J'en parle un peu plus après, d'ailleurs, dans les règles. C'est 25 millions d'euros à peu près. Vous voyez, vous vous souvenez, sur les 163 juillet, c'est 25 millions d'euros à peu près chez Adista, par an. D'abonnement, encore une fois. C'est ça qui a le sens. Donc là, on a aussi une division qui s'appelle Retail. Au passage, on a des POP à l'étranger. En fait, on déploie des clients français à l'étranger. Donc, on a une présence en Amérique du Nord, on a une présence en Europe centrale, on va dire ça comme ça plutôt, hein, pas l'Europe de l'Est, pour déployer en fait des clients soit sur l'Europe, soit sur l'Afrique, soit sur le continent américain. Vous voyez des marques comme Conforama, Pizza Hut et autres. Ça, c'est pas français, ça. Pizza Hut, si. Pas sûr. BioWood, on les déploie en fait, on les aide à déployer en industrie et services, hein, on a pas mal de choses. Alors, une chose particulière, j'ai fait exprès, en Storm Shield, vous connaissez, hein, c'est une marque de firewall française. Malheureusement, je crois que c'est les derniers. Hein. Il y avait Arcoon avant, mais bon, ils ont fusionné. Storm Shield a un client Vista et un fournisseur. On fait les deux avec eux. D'accord Juste pour dire, Storm Shield nous confie leur rapport. Et puis, on travaille beaucoup avec eux.
Sur la partie publique, je reviendrai, évidemment, on a une forte présence chez Alista au niveau public. Alors, je ne sais pas sur vous si c'est aussi fort ou pas. Peut-être Quelques communes, quelques communes, voilà. Mais bon, vous voyez, on a un peu de tout, hein. On a des métropoles, on a des conseils départementaux et ainsi de suite, hein. On a Bordeaux Métropole, par exemple, on fait de ce côté-là. Le Havre aussi. Et sur la partie santé, là, je vous ai mis quelques trucs, juste pour vous dire qu'on fait un peu de tout, c'est-à-dire qu'on fait du médico-social, on fait du sanitaire. Chris, qui est un client historique, après, ça d'ailleurs, c'est des soucis d'Alista, il y a un super témoignage là de Chris. Chris, les 1500 magasins Chris sont connectés sur Data Center Alista, c'est que nous, on fait, ils vendent plus. Hein. C'est tout. Hein, le magasin Chris. Hein. Alors, pour information, mais c'est peut-être pas un secret, mais on va rajouter 2000 magasins bientôt. Parce qu'ils sont en train de faire des choses importantes, et notamment à l'étranger aussi. Ils sont en train de se déployer complètement. Et puis, vous retrouvez des GFT, des CHU, des ADAPUI, des PEP, des mutuelles, des SDIS. On est très fort dans les SDIS, hein. On occupe quasiment 60% des SDIS en France, hein. Et les CHU et ce qui va derrière. Voilà, pour la petite présentation globale. Les offres, je vais aller assez vite, hein. Vous me dites hein, si je vais trop vite. Voilà comment on présente en fait notre offre qu'on appellerait cloud, enfin qu'on appelle cloud entreprise et services d'infrastructure. C'est pôle saisie chez nous. Hein. Il y a des IAV spécialisés de pôle saisie, ça fait partie. Ah, pas toi, d'accord, ok. Ah. Parce qu'après, on a le pôle. Comment s'appelle votre pôle alors? Les autres pôles, bah, moi je suis comme Collab. Communication. Comme Collab, et après il y a réseau, Il y a et après. connectivité. Voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt des architectes qui sont un peu spécialisés. Et ce que je vais faire, en fait, je vais vous présenter tout ça, parce que tout ça est au catalogue CIH, tout simplement. Ok. Et voilà, donc on fait de l'hébergement, on fait du SaaS, du backup, du PRA, du PRI. Dans l'hébergement, on a plusieurs offres. Hein. Et évidemment, on y met dedans la connectivité, parce que c'est important. Pas de réseau, pas d'hébergement, c'est quelque chose d'important. Évidemment, les compléments au réseau, la sécurité dont je parlais tout à l'heure, plutôt périmétrique hein, à ce niveau-là. Et les reverse proxy, tout ce qui est autour de la sensing et tout ça. Donc, en préambule, par contre, dans l'appel d'offres, hein, était demandé un accompagnement à la certification HDS. Nous sommes certifiés HDS, mais on n'accompagne pas les structures à leur propre certification HDS. Il y a des GHT qui sont en train de passer, groupements hospitaliers territoriaux, hein, qui sont en train de passer des certifications HDS pour pouvoir héberger des choses chez eux qui ne sont pas en fait d'un autre responsable de traitement. On va dire ça comme ça. Il y a des structures qui veulent passer cette certification ou au moins avoir des certifications type ISO 27001 sur la partie sécurité. Donc CNPP, en fait, accompagne ces structures-là. Alors pourquoi on a choisi CNPP? Simplement parce que c'est notre auditeur à nous. On appelle un audit interne, parce qu'on a un audit interne et un audit externe. L'audit interne, c'est notre audit à nous. Et puis l'audit externe, c'est quand les gens de la COFRAC arrivent pour nous auditer l'extérieur. Donc ils nous accompagnent en fait sur l'audit interne. C'est mieux de se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur parce qu'il aura une vision différente de la nôtre, parce qu'on est systématiquement challengé pour faire contrôle qualité et pour pouvoir avancer. Donc on a choisi CNPP. Et donc c'est au titre du marché, vous pouvez faire appel à ces gens-là à travers le marché. Bon, c'est Alista qui contracte, il y a un contrat de compétence avec eux. Ça se débrouille et CNPP en fait est pour la partie cyber, en fait, il est plutôt là-dessus, mais ils font d'autres choses. Hein. Ils font de l'incendie, enfin, tout ce qui est sécurité de manière générale. Ils ont un gros pôle cyber. Après, il y a eu des demandes d'accompagnement réglementaire sur la RGPD, la CNIL, parce que des fois, surtout sur des établissements de genre médico-sociaux, c'est pas toujours simple, parce qu'il n'y a pas de DSI, il y a pas de... On trouve souvent des gens de la qualité, mais ils ne sont pas au fait. Il y a du DPO externe ou pas, il n'y a pas de DPO nommé, enfin voilà, c'est le RGPD, il faut le suivre. Donc, avait été demandé dans l'appel d'offres aussi qu'on ait certainement de l'accompagnement réglementaire. Donc là, je vous ai mis des choses. Tiens, il y a vraiment la parenthèse, il faudra la fermer. Tiens. Et donc, des analyses d'impact, analyse d'impact relative à la protection des données, analyse de conformité. Alors, pourquoi on a choisi l'Hexagone? Parce que l'Hexagone, on les connaît depuis longtemps. Ils sont également sur un autre marché CIH qui est DPO de service. Ils ont un logiciel du suivi de vos registres, du suivi de votre maturité, en fait, de votre maturité RGPD. Et ce logiciel-là est hébergé chez nous. Donc, logique qu'on travaille avec eux. Hein, ouais. Par contre, l'Hexagone, ce ne sont pas des informaticiens. Hein. L'Hexagone, ce sont des juristes. Ce sont des juristes. Hein. Okay. Ouais. Voilà pour la petite, juste un préambule par rapport au reste. Sur l'offre d'hébergement, sur la partie, ce qu'on pourrait appeler, excusez-moi le terme, compute, puissance de calcul et stockage. Stockage, classique. On découpe ça en 3 offres dans le groupe. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a du Edge ici, hein, sur le métier là. Vous appelez ça autrement chez Codex. Je ne sais plus le nom. Il y a quelqu'un qui connaît ça? Non? Ok. Pardon. L'offre Edge chez Codex, elle s'appelle? Le Ubex, non? Ah, Ubex, voilà, merci. Ouais, je l'ai appris hier, donc c'est Ubex. Donc, Edge Diaspora, c'est très simple en fait. Edge, c'est un peu particulier. C'est une offre chez nous qui permet déjà de faire du self-service. C'est-à-dire que vous pouvez programmer, enfin,
provisionner vous-même vos VM et les déprovisionner et vous êtes facturé à la journée. On n'est pas la minute ou la seconde, hein, comme on fait à la journée, c'est déjà pas mal, parce que derrière, c'est un peu autre. Edge aussi, c'est du edge computing, c'est quoi? C'est pouvoir déporter, on le fait soit chez nous, soit on déporte un bout de notre data center chez le client pour avoir des applications chez le client, pour des questions de temps de latence. Pour des questions, par exemple, en radiologie, hein, c'est ce qui nous arrive souvent, le PACS, l'imagerie, par exemple, demande des temps de latence. On stocke localement. Par contre, ce qui est déporté chez le client est géré par nous. Et il faut gérer complètement par nous. Et c'est vendu en format cloud, en termes locatif, en fait. D'accord? Il faut être dessus. Donc, quand c'est déporté, il faut travailler dessus, mais quand c'est chez nous, voilà. Et puis avec des CD qui sont un peu différents, parce que comme c'est déporté avec Captif, c'est à vous de vous occuper du backup, PRA. C'est pas nous qui nous occupons, sauf si vous nous le demandez. Mais si vous nous le demandez, c'est que vous n'avez pas besoin d'agilité, quelque part. Donc, globalement, on passera sur les offres suivantes. Edge, ça marche vraiment bien. On a de plus en plus de dossiers sur ce truc-là. Après, on a les offres mono data center et dual data center. Le mono data center, c'est simple, hein. C'est juste pas globalement, je suis dans un data center, mais si le data center venait à disparaître, ben, j'attends qu'il remonte. C'est tout simplement ça. On a des RPO que c'est un peu différent, parce qu'on ne fait pas en dual, on n'écrit pas à droite et à gauche. Et donc, vous voyez que les RPO, c'est la dernière sauvegarde. Si on perd tout, on revient sur la dernière sauvegarde derrière. C'est un peu différent. Sinon, pour le reste, c'est juste les RPO GTR qui changent, hein, les CL qui sont derrière, hein, service level agreement. Et l'offre, donc, qu'on pourra appeler premium, mais bon, globalement, on vend plus souvent ça que ça. Là-dessus, on va mettre vraiment des choses qui ne sont pas trop importantes, pas trop critiques. Mais il est clair qu'un dossier patient informatisé, on mettra là. Par contre, un EHPAD, on le mettra plutôt là, s'il a le problème du budget, hein, parce que tous les EHPAD ont le problème du budget, on le mettra plutôt là. Pourquoi? Parce qu'un EHPAD peut se permettre d'être coupé pendant 4 heures. Ce n'est pas très, très grave. Okay, pas plus, hein, parce que sinon, ça peut se permettre d'arrêter 4 heures. Par contre, un hôpital, non. C'est impossible. C'est du 24-24-7. Il faut que ça tourne. Et avec des RPO, des RPO GTR, et puis surtout ici, des RPO. Donc, ça, c'est la reprise de la donnée à 0. On écrit en Y, pas de données si jamais on perd. Après, on peut faire des PRA, on peut faire des combinaisons. Mais comme ça, c'est comme ça qu'on découpe. Je ne mets pas dedans, là, tout ça, c'est mutualisé. Je ne mets pas dedans aussi, on met aussi des serveurs dédiés où on a carrément des infrastructures complètes dédiées à nos clients, hébergées chez nous. Soit le client nous amène son matériel, et il la gère lui-même, soit nous mettons le matériel à disposition en forme locatif et on gère nous-mêmes. Souvent, on a besoin de serveurs dédiés pour des environnements assez importants. C'est plus simple en plus à mettre en œuvre, parce que c'est des environnements à 120, 130, 140 VM, parce qu'on en a hein, pour nos clients. Et puis aussi, souvent, pour des problèmes de licensing. Vous avez de l'Oracle, vous pouvez les serveurs dédiés, mutualisés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour ceux qui connaissent, c'est un peu compliqué au niveau des licences. D'ailleurs, j'en parle un petit peu après. Kumba. Alors, Kumba, particulier. Pas particulier, non. Pas pour nous. Mais Kumba, c'est du Kubernetes Managed by Nadista. En fait, c'est une offre de containerisation en full pass. Kubernetes, hein, c'est un environnement de containerisation qui est bien connu. Hein. Donc là, c'est pour faire de la containerisation pure. La containerisation est de plus en plus demandée par les éditeurs de logiciels qui développent en mode DevOps agile, microservices. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc globalement, on apporte en fait complètement des plateformes toutes faites. Et on a des clients aujourd'hui qui sont contents d'avoir ça chez nous parce qu'ils arrivent avec leur logiciel pour les microservices et puis peuvent développer comme ils le veulent. En tout cas, ça parle surtout aux développeurs sur la partie-là. Donc, on a une offre au Kumba complète, avec déjà des belles références, notamment en HDS. Hein. Je vous montre quand on est en HDS, en HDS. D'ailleurs, CIH et HDS, il y a tout dedans. Hein. Okay, pas forcément, parce que des fois, on n'est pas obligé d'avoir l'HDS. Hein. Hébergement de données de santé hein, pour HDS. Okay. Et on fait vraiment du service managé tout autour. Hein, pour faire un peu de blague, Kumba, moi je l'appelle, avec Kumba, c'est Hakuna Matata. Bon, c'est facile, celle-là, c'est Pumba, hein, le roi lion, donc c'est moyen mémotechnique de l'avoir. Je dis ça rigole à chaque fois, mais là j'ai un client, je lui avais dit, on a une offre qui s'appelle Kumba, Hakuna Matata, c'est super, je vais faire le même discours. 6 mois après, il m'appelle, René, vous m'aviez parlé d'une offre de containerisation, comment elle s'appelle encore? Vous savez, le roi lion. Donc ça servi quand même. Ça, c'est pour la partie containerisation. Évidemment, il faut faire de la connectivité autour de ça, ne serait-ce que pour arriver dans la centrale. Là, le slide, il est super simple. Il y a juste un truc que je n'ai pas rajouté parce que ce n'est pas au marché CLH. C'est pour ça. Mais ça peut l'être. Hein, parce que si un établissement demande à ce qu'il y ait une certaine offre dans le cadre d'un hébergement, parce qu'il faut que ça marche d'hébergement, on peut rajouter de la connectivité. Condition d'accès à l'offre, avoir des ressources hébergées chez Adista. Ça peut être du backup, ça peut être une VM n'importe laquelle, on s'en moque, et après, on met la connectivité qui va bien autour. Donc, on collecte en fibre, évidemment. On collecte encore, mais ça ne va pas durer en ADSL, en SDSL. Hein, on a un projet Lumière hein, pour l'extraction à 2-3 ans, je crois. Hein, 3 ans, 4 ans, c'est à peu près la deadline. Ça va disparaître.
Donc l'idée, c'est que vous arrivez sur le backbone Arista que je vous ai montré tout à l'heure. Après, vous accédez au cloud Arista, aux différents data centers, aux offres de UCaaS, hein, donc Unified Communications as a Service. Et ça, c'est plutôt les offres UCX ou Teams, hein, collaboratives qu'il a, pour accéder à Internet. Et aussi avoir des liens privilégiés, parce que nous avons du peer-to-peer avec le plus grand provider, donc américain évidemment, hein, parce qu'ils sont incontournables. Donc on a du peer-to-peer avec Microsoft, Google et ça. Pourquoi on parle de ça? Azure, tout ce que vous mettez dans Azure, c'est gratuit en termes de flux. Tout ce que vous sortez, c'est payant. Donc, surtout pour le public, c'est compliqué parce que la prévisibilité de savoir ce qu'on va payer, c'est pas évident, ça va dépendre de ce que vous mettez et de ce que vous sortez. Là, sur Azure, ça s'appelle une express route, en fait. Donc, vous payez un abo, madame, Pardon, pas excusez-moi. de problème. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous payez une express route et là, vous vous moquez de savoir, donc c'est la bande passante, hein, c'est du lien, et vous vous moquez de savoir qu'est-ce qui transite comme flux dedans, les coûts sont maîtrisés. C'est le principe de l'express route. On a du peer-to-peer aussi, j'aurais pu rajouter, mais je n'aime pas trop, hein. D'ailleurs, on a des clients qui sont comme ça. On a du peer-to-peer également avec OVH, hein, qui se retrouvent là. Ce que j'aurais pu rajouter aussi, c'est, donc tout ça c'est bon. Ici, c'était les satellites. On est en train de développer des offres de satellites. Vous savez, jusqu'à présent, on avait des offres de satellites orbite haute. Donc, c'est des géostationnaires qui sont à 35 000 km de la Terre, avec des temps de latence qui sont 1 seconde, 2 secondes. Donc, c'est un peu compliqué. Et des débits très faibles. Là, on développe deux offres qui sont OneWeb, parce que je jamais OneWeb, qui est une offre européenne souveraine, donc basse, là, pour le coup. Et on développe également une offre avec Starlink, parce que Starlink est un incontournable, hein, voilà. Donc SpaceX, hein, Elon Musk, pour ceux qui connaissent. Pour la petite info, on a fait un EHPAD à côté de Villefranche-sur-Saône qui s'est retrouvé dans le noir, qui n'avait pas un réseau à distance. Mais je pense que ça serait arrivé aussi, parce qu'ils avaient une FTTO, une FTTH en secours. Et il y a eu un gros coup de pelle à un endroit, je ne sais pas où, et le secours et le principal a été arraché, et l'opérateur leur dit bah, il faut une semaine pour tout reconstruire, quoi. Donc une semaine pour un EHPAD, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est 4 heures, ça va, mais une semaine sans avoir d'accès réseau, c'est impossible. Donc ça, c'est pour faire des commandes de pharmacie, faire des commandes de repas et autres, c'est compliqué. Donc ce qu'on a fait, on a délégué vite fait une personne de chez Adista, elle a mis 3 heures de route pour arriver là-bas. On a déployé un Starlink sur le toit de l'EHPAD. C'est en vrai, hein, vous pouvez appeler Villefranche. Hein. C'est pas ce que je dis est vrai. Hein. Non, parce que des fois. Et donc, ça a été déployé en une demi-heure, 350 gigas de bande passante, 20 millisecondes de bande passante. En une demi-heure, en orbite basse. Parce que ce sont des satellites qui sont à, non, c'est des myriades, hein, qui sont à 200 km seulement. Donc 200 km pour l'onde, c'est rien. Okay, et pour comprendre comment ça marche, moi je fais une analogie très simple. Quand vous avez du Wi-Fi, vous vous déplacez dans un bâtiment, vous changez de bande chaque fois, vous voyez, et les bandes discutent entre elles. Hein. Là, le satellite, bah, vous êtes fixe, et c'est les bandes qui passent au-dessus de vous. Et vous changez de bande à chaque fois. Hein, parce qu'à 200 km, s'il ne tourne pas autour de la Terre, il tombe. Hein, d'accord. Donc en fait, vous changez, et puis merci. Et puis, ah oui, c'est un point de physique, ça. Hein, comment il s'appelle? Newton. Et il y a aussi un petit coup d'Einstein dedans. Et donc, du coup voilà, c'est intéressant comme coup de secours pour vraiment des zones blanches. Alors, les SDIS sont très intéressés pour monter des PC en cas de feu. Vous voyez, ils arrivent à un endroit, ils déploient le réseau, ils ont une connectivité Internet, ils ont des bornes Wi-Fi dans leur voiture, on a un concept complet là-dessus. Et puis hop, ils ont un PC opérationnel, ils ont de la messagerie, ils ont de la téléphonie même. Ça passe à travers ça. Donc, c'est assez intéressant pour les offres d'orbite basse. Voilà pour la partie Adista Connect. Partie licensing. Partie licensing, c'est bien, c'est super. Partie licensing et le respect du licensing. Alors, on a tous, vous et nous, hein, pas croire, hein, on a un vrai problème avec Microsoft. Un vrai problème, pourquoi? Les règles changent tout le temps, les prix changent tout le temps, c'est pas clair. Il y a des audits de plus en plus, c'était pas trop c'était plutôt des déclaratifs avant, des audits de plus en plus. Et donc, on a monté chez nous une cellule spécifique pour comprendre comment fonctionne une licence Microsoft. Et en plus, avec un panel avec des noms, E3, E5, F1, ce ne sont plus, hein, on est d'accord. Le Teams, une fois il n'est pas dedans, il est dedans. Une fois il écoute pas. Parce que l'Europe arrive derrière, il y a Google qui ira, là, bah, maintenant ça coûte. Enfin, voilà. C'est un peu le site. Ça, c'est la première des choses, on a une cellule. Pour ça. Mais il y a aussi, et on le fait souvent, autant dans le sanitaire, dans les GHT, ils sont au courant du marché CIH Microsoft, autant dans le médico-social, ils ne sont pas au courant. Il y a un super marché, enfin, un super espace marché, c'est pareil. Enfin, au gros, il y a un marché qui est sympa, qui en gros, parce que j'ai réussi à récupérer les grilles, qui en gros pour 100 € par poste par an,
€ par poste par an. Vous avez accès pour l'instant gratuitement, mais ça va progresser. Et moi, c'est pas. Je vois que c'est un peu moins sympa. Donc, mais pour l'instant, en tout cas pour les structures de 100, 150, 200 pour les 200. SMS, c'est pas mal. Mm. Est-ce que le serveur c'est gratuit? C'est dedans. Et là, vous avez des licences 25% du parc en 2.3. Alors, je vous laisse. Donc, c'est du M365 en 2.3 pour 25% du parc. Il n'y a plus des licences RDS hein, de base, hein, il faut les racheter là pour le coup. Par contre, les licences RDS, par exemple, sur faire la version de bureau, c'est 25 € par an. Nous, en mode SPLA, parce que c'est Microsoft qui est comme ça, déjà, on ne sait pas faire du SPLA en mode charity, parce qu'il y a aussi le mode charity hein, qu'il faut regarder. Pour les médico-sociaux qui ont droit, là aussi, il y a un vrai débat autour de ça, parce que les éligibilités, on ne les comprend pas, en fait, c'est un peu particulier. Et donc, par exemple, une licence, c'est 25 € une licence RDS, nous, en mode SPLA, c'est 9 € quoi, par mois. Vous voyez la différence. Donc là, on a un exemple, j'ai un exemple tout fait d'une grappe médico-sociale, donc c'est plusieurs médico-sociaux qui se sont mis ensemble sous forme de grappe, un peu LGHT, pareil. Mais eux, c'est pour pouvoir en fait concourir au plan Ségur et avoir des subsides de la part de l'ARS, hein, c'est quand même 5 000 € par numéro de finesse, hein, il faut être 15 minimum. On a accompagné une structure particulière qui avait des problèmes de licensing partout, c'était vraiment l'horreur chez eux. Pour tout vous dire, ils ont économisé 40 000 € par an, en passant par rapport à nous, nos prix à nous, par rapport au marché SAIH. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on s'est assis sur ces 40 000 €, pas assis dans le sens, on a dit, chez nous, quoi. Mais nous, on ne sait pas faire. Pas à faire. D'accord? Microsoft. On ne peut pas dire à Microsoft, négocier, c'est pas possible. Hein. Donc, on les a basculés sur le marché CIH, ça leur a fait économiser de l'argent. Donc, l'idée, c'est quand même donc, on accompagne aussi sur d'autres marchés. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça, c'est pour la partie Microsoft. Pour la partie Oracle, là, pareil. Les règles Oracle, bon, elles sont un peu plus simples quand même, parce que maintenant, on a l'habitude. On commence à avoir l'habitude. Tu commences à avoir l'habitude. Hein? Ils ont fait la même école tous les deux. Ouais, Ouais, c'est celui qui fait le truc le plus tendu. voilà. Donc il y a un marché CIH Oracle, hein, même d'occasion, hein, ça existe. Mais en tout cas, on essaie de bien respecter en fait, les licences. Il y a pas mal de GHT qui sont en ULA, hein, donc c'est une unité de licence d'agrément, mais là il faut avoir pas mal de choses. Hein. Et donc l'entreprise édition, standard édition, et qu'est-ce qu'on fait? On optimise en fait complètement les infrastructures pour que ça coûte le moins cher possible dans l'Oracle. Au passage, je ne vous l'ai pas montré, on a une offre Oviba, elle s'appelle Oviba, à base de OLVM, voilà, j'y arrivais, Oracle Linux Virtual Machine, voilà, j'arrive maintenant. C'est bien. Donc là, c'est de la virtualisation Oracle. On a des clusters qui permettent en fait de dire au niveau licensing, c'est ça qui est intéressant. Évidemment, on est limité en nombre de threads, hein, c'est 8 threads, donc on est limité en puissance. Enfin, bref, mais souvent ça passe, et vous me payez la licence que sur la VM qui tourne. Voilà, c'est ça qui est intéressant. En gros, vous faites des économies de licence très importantes. Donc on est très, très regardant. Alors, j'ai mis les deux là parce que c'est les deux plus impactants, mais on a aussi aujourd'hui un vrai sujet sur VMware. Un vrai sujet sur VMware. Et on ne sait pas où on va, hein, clairement. Hein. Même VMware ne sait pas où ils vont, hein, parce qu'ils sont fait racheter par Broadcom. Là, j'ai une étude sur Colancy, par exemple, c'est un groupe de cliniques privées, c'est x4 quoi, le prix. C'est infernal, quoi. Donc là, pareil, on attend impatiemment ce qui va se passer avec Broadcom qui a racheté VMware à Dell. Donc, on est obligé de regarder ça. Donc, nous, en VMware, sur nos data centers, nos contrats s'arrêtent à avril. Aujourd'hui, on facture à la rame. Bon, on ne sait pas. Alors, ça va nous coûter combien? Bon, on ne sait pas. Voilà. Donc, c'est super génial, hein, les éditeurs qui ont une position comme ça sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Atista? On a anticipé. On est en train de déployer des environnements Nutanix. Comme ça, on pourra les embêter, mais on a comme jouer au Nutanix. Et surtout, on fait de l'OpenStack. On commence à faire de plus en plus de l'OpenStack. Donc là, c'est du free. On fait de l'OpenStack. Et d'ailleurs, c'est parti. On va commencer à faire les premiers projets. Donc, du coup, ça va très vite arriver en mutualité. La partie backup, important. Structuration de données. Donc d'ailleurs, je vais revenir avant. L'ANS, pas l'ANS, l'HAS et l'ANSI, et surtout la HAS, aujourd'hui, quand vous voulez avoir des accompagnements sécurs, on vous demande beaucoup de choses, dont notamment avoir un PRA, ou en tout cas un plan de reprise d'activité, avoir une PSSI, donc un plan de sécurité système d'information, enfin, on vous demande des choses, mais franchement, c'est compliqué, quoi, souvent. Donc après, nous, on apporte beaucoup complémentaires. Mais le backup, c'est important. Parce que on a eu des cas où les établissements n'ont pas pu revenir sur leur backup parce qu'il était mal fait ou mal contrôlé. Ou malheureusement, il y a eu des soucis dessus et autres. J'en parle un peu. Donc, en fait, moi, pour décrire toute l'offre, il y a 4 pavés. Le premier, externalisation de la sauvegarde. Vous avez chez vous, vous externalisez la sauvegarde, tu as dit ça. C'est le fameux niveau 6
que je n'ai pas cité tout à l'heure, de l'HDS. De deux manières, soit vous avez Vim et vous faites du GCC, vous le mettez chez nous, d'accord? Une Cloud Connect, hein, ça permet de le faire. Donc c'est simplement une externalisation du backup à partir de la console Vim chez nous. Chez nous, on a des systèmes qui permettent de cacher les backups pour éviter que si un hacker prend la main sur votre système de backup, ne puisse pas aller détruire ou altérer le backup de l'autre côté. Ça, c'est la première méthode avec Vim. 60-70% des établissements en Vim aujourd'hui. Deuxième, on met à disposition un peu technique, mais du S3. Donc S3, c'est un protocole d'échange hein, de fichiers simple, hein, c'est un truc standard. Quoi, vous voyez, c'est comme FTP, CTP, c'est standard chez nous, mais bon, pour certains, ça ne dira rien. Mais quand on met du S3 également à disposition, en mode warm, c'est-à-dire qu'on peut, une fois que c'est balancé, on ne peut plus l'altérer. Ou immutabilité, tout ce qui va derrière. Donc on a deux choses pour la partie extension de sauvegarde, c'est au catalogue Synology. La deuxième, une offre complémentaire à celle-là, c'est qu'on est aussi capable d'infogérer et de gérer votre propre système de sauvegarde, notamment dans les médico-sociaux, on le fait souvent. Ils ont les infrastructures chez eux, donc chez nous, mais on va opérer la sauvegarde pour eux, parce qu'ils n'ont pas d'informaticien, ils ont un ingénieur qualité, on opère la sauvegarde pour eux. Les gens chez nous arrivent à 6 h du matin et partent à 22 h le soir. Je vous rassure, ce n'est pas le même qui arrive à 6 h qui part à 22 h. Donc à 7 h du matin, la première chose qu'ils font, ils regardent si les backups des nôtres, hein, qui sont hébergés chez nous, et ils vont aller voir les backups de nos clients. De toute façon, on a des systèmes de supervision hein, pour voir comment ça fonctionne. Et on contrôle ces backups pour vérifier que tout fonctionne bien. Au moins que les backups soient bien faits. L'autre, moins connu en fait, même chez nous, c'est Disaster Recovery as a Service. Donc c'est un plan de reprise informatique. Donc là, l'idée, c'est vos serveurs qui sont chez vous sont répliqués chez nous. Au cas où chez vous, il ne se passe plus rien, ça puisse redémarrer chez nous. Mais la façon dont on le fait, on laisse, pour les clients qui ont les moyens, on leur laisse complètement l'autonomie sur la gestion de leur PRI. Et le modèle économique, il est assez simple. Alors, je vais volontairement prendre gros environnements, vous me comprendrez pourquoi en termes c'est plus facile en termes de calcul. Le prix qu'on fait, on backup 100 VM, vous payez pour 100 VM, vous avez le droit, pour ces 100 VM sans surcoût, de redémarrer un quart de cette puissance, c'est-à-dire de faire des tests de PRA, parce que c'est bien d'en faire, mais il faut aussi les tester. Et si vous ne les testez pas le jour où ça vous arrive, c'est un peu compliqué. Donc, de faire 25%, donc de démarrer, comme vous voulez, 25% de vos VM sans surcoût. C'est prévu dans le prix de base. Ce qui n'est pas prévu dans le prix de base, mais qui est affiché d'entrée de jeu quand on contractualise, c'est que si vous déclenchez, là, pour le coup, le PRI, chez vous, vous n'avez plus rien, vous redémarrez les 100 VM de l'autre côté, vous connaissez le coût. Et le coût est différent, pourquoi? Parce que déjà, nous, on fait de l'optimisation de notre côté, mais surtout, vous passez en production chez nous. Et si vous passez en production chez nous, on active la supervision, on active les backups, parce que là, pour le coup, c'est la vraie donnée qui est chez nous, elle n'est plus chez vous. On active les backups, on active l'infogérance qui est là derrière, on active tout. Et après, sur le projet, on fait le retour arrière quand le client est prêt pour. Je reviens sur les backups, là, DAX, parce que c'est un rétex, vous savez pas, c'est la région. Là. Bon, après, ça fait une grande région. Ouais. DAX, le rétex, oui, le DAX, c'était il y a 2 ans à peu près, hein, ils sont fait cryptoloquer. Et en fait, le gros désarroi de DAX, c'est que les hackers, ça faisait 6 mois qu'ils étaient dans le système d'information de l'hôpital. Ils ont fait des déplacements, ce qu'on appelle des déplacements latéraux. Hein, ils sont rentrés par une porte et après, ils sont allés un peu partout. Et surtout, ils ont été sur le système de backup. Ils ont réussi à choper. Et ils ont poutré tous les backups. Et en fait, ils ont dû revenir à 6 mois. C'est un peu compliqué, quoi. Donc, ils ont perdu 6 mois de. Alors, pour un hôpital, vous imaginez 6 mois, c'est énorme. Enfin, c'est énorme pour la reprise des données. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des dispositifs un peu plus serrés. Alors, il faut être humble devant les hackers. Hein. On n'est pas en train de dire qu'on va sauver le monde, hein, parce qu'il faut être humble devant les hackers. Hein, d'accord. Mais par contre, il faut mettre tous les moyens de son côté pour pouvoir au moins passer à travers. C'est ça qui est important. Là, je parle de la partie sauvegarde. Après, pour le reste, c'est tous les qu'on peut aussi passer M365. Ah, j'ai oublié. Oui, la quatrième petite brique qui est aussi au marché. Backup M365, c'est-à-dire que là, on va backuper ce qu'il y a dans le cloud M365. Hein, Microsoft a 3 clouds. Hein, Azure, M365 et Dynamics. Nav. Ah, c'est la 3e cloud en fait chez eux. D'accord. Et puis donc, on backup tout ce qui est sur M365. Donc la messagerie, les fichiers partagés sur SharePoint, donc c'est Teams ça maintenant.
Donc, on va backuper les messages et on les remet en fait dans un data center de cloud souverain au cas où il y a des problèmes. Parce que de base, vous prenez un M365, si vous lisez l'alinéa 9 du chapitre 332 de chez Microsoft, quelque part, c'est écrit que finalement, quand vous détruisez un mail, ah ben, au bout de 30 jours, vous ne pouvez plus le retrouver. Donc, ça veut dire que si vous faites une erreur, ah ben, il est là que 30 jours. Et si vous le supprimez définitivement dans la corbeille, ben, vous ne pouvez plus le récupérer. Et là, vous allez dire, ah putain, je me suis trompé, j'aurais bien récupéré le mail. Ben non. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui prennent la messagerie comme un gestionnaire de fichiers, hein, pour le premier. Mais ce que je veux dire, c'est voilà. Et après, le Teams, c'est pareil. Enfin, le Teams, c'est les environnements chargés, il faut pouvoir backuper. Donc, on a un système de backup là-dessus qui est également au catalogue. Forme de 10 gigas, donc de boîte, voilà. Enfin, c'est assez facile de faire des budgets. Donc, j'arrive maintenant sur la partie service. Pilotage de projet. Alors, évidemment, tous les intégrateurs vont dire que vous faites le pilotage de projet, c'est logique, hein. C'est important, le pilotage de projet, surtout sur les projets complexes. Alors, nous, on active on appelle ça les directeurs de projet chez nous. Beaucoup de directeurs de projet chez nous, parce qu'on a une dichotomie entre chef de projet qui délivre et qui fait plutôt de la technique, et directeur de projet qui, lui, va plutôt faire de l'organisationnel. Dans ça qu'on les appelle les DP. C'est juste en interne. Pour les projets complexes. Par contre, ce qui est important, c'est que chez Ignorand et chez Adista, c'est que les DDP ne font que la direction de projet. Ils font que ça. C'est des gens qui sont spécialisés dans la direction de projet. Ce n'est même pas des techniques pour certains. Hein. Ils viennent d'autres horizons. Ils font que de la direction de projet. Pour des projets complexes. Et on a besoin d'avoir des directeurs de projet quand on fait un move, c'est-à-dire on prend une infra chez un client avec plein de logiciels qu'on met chez nous, ou qu'on part, d'ailleurs, comme on a signé récemment, on part d'un de nos confrères qui est déjà dans le cloud, mais on fait un cloud to cloud, qu'après à l'intérieur, il y a des éditeurs, on a des OS qu'il faut peut-être remettre à jour, donc peut-être des réinstalls à faire par les éditeurs. Il faut avoir la relation avec l'éditeur, il faut avoir la relation avec le client, il faut avoir la relation avec les infrastructures en interne. Hein. Il faut orchestrer tout ça. Hein, il faut orchestrer tout ça. Soit c'est le client qui le fait, évidemment, s'il sait le faire, il n'y a pas de problème, mais il y en a beaucoup, ils ne savent pas le faire. Donc on le fait pour eux. Donc c'est vraiment. Après, je vous passe à la gestion du changement et le diagramme de vente. Évidemment, c'est du Prince2 hein, qui font tous quasiment, je crois. Des méthodologies classiques. Sur les services managés, ben voilà, on va tout changer. Parce que on est en train de revoir en fait le service managé chez Adista, ça va s'appeler Adista Pilote. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé d'hybridation tout à l'heure. Dans notre catalogue, maintenant, on a service managé de serveurs qui sont chez nous, service managé de serveurs qui sont chez le client, voire même des serveurs qui appartiennent aux clients. Service managé sur les clouds publics, hein, type Azure, AWS, OVH ou autre. On fera du service managé de manière générale. Donc, ça va s'appeler Adista Pilote. On est en train de revoir en fait toute cette partie-là. Et grâce à Equadex, Je dis après. le port utilisateur. Je dis après. Genre. Et donc, de la liste. Donc, par contre, ce qui est important, c'est que sur la partie HDS, systématiquement, on a un administrateur nommé. C'est-à-dire que vous n'avez pas un numéro en 0825, tapez 2, tapez 3, tapez 4, ou un mail info@agility.adista.fr, administrateur nommé et identifié. C'est ça qui est important. Quelqu'un qui vous suit, qui vous connaît. Donc lui, il a une équipe derrière, hein, évidemment, il est technicien et autres, hein, mais il est nommé. Et après, il a son backup, et vous avez systématiquement le nom du patron. Et d'ailleurs, dans nos conventions de service, enfin, plutôt les plans d'assurance qualité que nous fournissons, on donne le numéro de portable de tout le monde. On donne le mail de tout le monde, y compris des patrons, jusqu'à voilà, pour que tous nos clients sachent qui appeler en cas de panne, parce que c'est un gros stress hein, souvent pour les clients, parce que là, quand vous êtes en panne ou quand vous avez des problèmes, le temps n'est pas le même pour vous que pour nous. D'accord, on est d'accord, hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ça. Mais vous ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Mais il faut encore que vous le sachiez, que vous vous rassurez, et des fois vous avez besoin d'appeler quelqu'un, parce que la personne est en train de s'occuper de vous. Pas répondre à votre téléphone parce que vous l'embêtez. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a vraiment un truc dédié. Après, on fait classiquement, hein, on pérennise l'environnement, donc on fait beaucoup de maintien en condition opérationnelle. Pour le coup, là, on fait beaucoup de MCO. Donc, quand on est en service managé sur les OS, c'est nous qui installons les patchs, les mises à jour, les patchs de sécurité, évidemment en relation avec nos clients et en relation avec l'éditeur, parce qu'il ne faudrait pas qu'un changement dans l'OS puisse impacter la partie logicielle, voilà, qui est au-dessus. Donc, il y a un vrai truc. Oh, c'est pas mal, ce qu'on pense. Support aux équipes internes, des plans de production, des dossiers d'architecture, des consignes d'exploitation, parce qu'on a aussi des consignes d'exploitation qu'on met en place, avec vous d'ailleurs, des fois,
S'il faut redémarrer une VM en pleine nuit, comment on la redémarre, est-ce qu'il y a une base de données dessus, comment on l'arrête, comment on machin, on va se procéder. On est capable d'aller très loin et on accompagne les intervenants, donc notamment les éditeurs de logiciels. En termes de responsabilité par couche, j'aurais pu faire plusieurs colonnes avec toute la granularité. En gros, hein, une infrastructure chez nous, c'est un data center, c'est du réseau, c'est du stockage, c'est de la sauvegarde, des serveurs physiques, de la virtualisation, on fait de la sécu, hein, périmétrique et tout. Après, on a les operating systems, Windows, Linux. Après, on a les middleware. Dans les middleware, on va y mettre de l'RDS, on va y mettre du Java, du je sais pas quoi, enfin, de tout ce qu'il faut pour faire tourner les applications. On y met dedans, dans les middleware, les bases de données. Hein, ça fait partie de notre façon de travailler. Et après, c'est l'application. Enfin, c'est plus nous, c'est vous. On ne pas l'application, on n'est pas développeur. En revanche, on est capable de superviser les services nécessaires pour qu'une application tourne. Et là, on a une grosse expérience avec pas mal d'éditeurs, je vous en parlerai après d'ailleurs. Et donc, l'établissement, ça. Par contre, ici, on a des clients qui souhaitent avoir accès à leur couche de virtualisation. Donc, du coup, là, on aura un petit truc orange qui va apparaître, bleu, ça sera plutôt ici, c'est bleu qui va apparaître. Par contre, il va nous demander quand même de nous occuper de la couche d'en dessous. Donc, en fait, pour vous dire que c'est complètement à façon, en fonction des dossiers. Bon, la plupart des dossiers, c'est soit on est en IaaS, on s'arrête là, et puis le client s'occupe de tout ce qu'il y a au-dessus. Soit on est souvent en service managé, ça c'est les deux cas de figure les plus classiques qu'on a, ou on gère l'OS et on gère le middleware, ou on ne gère pas le middleware, on gère l'OS. Voilà, c'est ça l'exemple. IaaS avec service managé, ou passe dans le cadre de Kumba par exemple, ou d'Oviva aussi d'ailleurs, parce qu'on fait aussi la gestion de base de données, hein, quel que soit la base de données. Pas quel que soit, non. Pas nous amener à vieux trucs, le plus connu. Les Postgre, Oracle, SQL, MariaDB, MongoDB, tout ça on sait faire. Les offres de supervision, on supervise évidemment tout ça. Hein. Donc on supervise les réseaux, on supervise les VM. Ce n'est pas une option chez nous. Il y a certains, mes confrères, vous cochez la case IaaS, on vous dit on donne le truc, vous prenez le réseau, on donne le truc. Ah, oui, mais je vais avoir accès à ma supervision. Ah, ben, ça vous coûte de temps. Chez nous, ce n'est pas une option, c'est de base. On vous donne accès à notre supervision. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter pour avoir l'état d'une VM, pour avoir l'état d'un réseau. Tout ça, on est vraiment un livre ouvert. Parce qu'on a plutôt une relation de partenariat, on n'est pas là pour cacher les choses. On fait de la technique. La technique, c'est pas infaillible. Donc, et vous avez besoin d'avoir de l'information. Ça dépend qui, hein, évidemment. Hein. Mais globalement, donc on est un livre ouvert par rapport à la supervision. Ça, c'est important. Et cette supervision-là, qu'on donne, vous avez tout dessus. Dans cette partie supervision, on fait de la sécurité en log, on notifie. Je fais juste un petit aparté là-dessus. En HDS, on est obligé de tout loguer. On log tout ce qui se passe. On met toutes les interventions qui sont faites. Attention, hein, administrateur. Hein. On ne log pas l'utilisateur qui se connecte. Et administrateur, d'accord. Tout ce qui est impactant et autres, administrateur, c'est la JS qui la pose. On le log dans ce qu'on appelle un bouffe-tout, hein, chez nous, tout va dedans. Et puis derrière, on est sur du Splunk hein, pour les connaisseurs. Et derrière, on peut ressortir en fait des stats, ressortir des logs particuliers, tout ce qui va autour de tout ce qui se passe en fait sur le réseau. Aussi bien sur les serveurs que sur les équipements réseau ou les équipements de sécurité. Et ça passe à travers un portail. Mayadista. On est souvent, je pense qu'il y en a qui connaissent. Alors, on l'améliore. Hein. Il y a des fois, voilà. Mais globalement, on est quand même bien noté sur le sujet-là. Portail Mayadista qui permet, en fait, c'est votre environnement chez nous, qui vous permet de faire des signaliser incidents et de suivre hein, pour les tickets, faire des trucs, des demandes de services, tout ce qui va autour. Ça vous permet de suivre et imprimer vos documents de facturation, par exemple. Donc, évidemment, pour le public, on les pose aussi sur Chorus. Hein. Superviser les liens, ce que je disais tout à l'heure, et puis oui, c'est accès, et même déléguer. Non, mais il a dit ça, vous pouvez le déléguer à nos partenaires à nous. Il nous arrive à avoir des infrastructures chez nous qui sont infogérées par un partenaire de nos clients. Vous pouvez très bien lui donner un accès limité, hein, il ne va pas aller voir les factures et autres, limité, pour pouvoir ouvrir par exemple des incidents. Voilà. C'est important et c'est bien fait. On commence même à faire un peu de merchandising dessus pour aller plus vite. Et puis, il y a plein d'autres choses prévues autour de Mélissa, elle est en train d'être confondue complètement bien. Service Delivery Manager, donc ça c'est une fois que tout ça est vendu, pour des dossiers assez conséquents, il faut quelqu'un qui vous suit pour la vie du contrat en fur et à mesure. Donc on appelle ça des ROS, quand même. On appelle ça pour des services ou des Service Delivery Manager. Donc là c'est encore, c'est pas un technique, lui, c'est plutôt un fonctionnel, un opérateur. Il comprend le truc, il fait des comités de pilotage avec vous, il vérifie que les tickets se passent bien, que voilà, on fait des statistiques et surtout le gros avantage c'est de faire des plans de progrès.
Parce qu'on n'avait pas la faillite, parce que vous ne l'avez pas, parce que ça change tout le temps. Et donc, l'idée, c'est de faire des plans de progrès derrière. On a, par exemple, au début, on avait travaillé avec un très gros SMS, hein, qui a 1200 utilisateurs. Alors, on gérait l'année pour eux. Oui, on gérait l'Active Directory pour eux. Et les mecs, ils perdaient leur mot de passe, tous les salauds, quoi. Donc, c'était quand même un peu compliqué. Et ils n'arrêtaient pas d'appeler parce que j'ai perdu mon mot de passe, quoi. Donc, nous, on était inondés d'appels. Et ben, en fait, c'est que ça, perte de mot de passe. Ou alors, ils refusent leur mot de passe. Enfin, voilà, il faut identifier la personne. C'est bien à vous, on est sûr que, parce que, pas que ce soit le social engineering en termes de hacking. Donc là, on a mis des plans de progrès derrière, avec des systèmes de génération de mots de passe automatiques, enfin, des choses pour que ça avance, quoi. C'est un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres, pour la partie SDM. C'est à ce moment-là que j'en parle. C'est dans mon discours. OK. Petite chose particulière, on accompagne en fait les gens dans l'adoption de Microsoft 365. Définir une phase. Ah, c'est une tempo? Ah, d'accord. Ils définissent des faits de route, d'accord? Donc, on a des gens qui sont là pour accompagner vos utilisateurs dans la migration et dans les usages de M365. Moi, je suis pas un très bon utilisateur. J'ai suivi une formation sur M365. Moi, je peux vous dire, ça m'a sauvé la vie. Parce que je gérais mal mes documents, moi. Je ne le mettais pas dans le fameux cloud, là, comment on appelle ça, le Drive. Le Drive, voilà. Donc, le gars, il m'a expliqué comment organiser mon bureau pour que finalement, moi, mon PC, on peut le casser, je récupère tout. Pas simplement parce que je ne sais pas utiliser, c'est tout, hein. Donc, ça accompagne ça. Effectivement, on va de plus en plus dans la gestion des terminaux, c'est qu'on est en train de descendre. Avant, on ne le faisait pas. Et grâce à Cadex qui a cette offre-là, et d'ailleurs qu'on va dupliquer sur tout Adista, en fait, on va commencer à gérer aussi le call center utilisateur et gérer les terminaux, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, on faisait plutôt les serveurs. Donc, on est vraiment en train de se déployer jusqu'au terminal. Petit aparté sur des cas d'usage IA. Alors, c'est plutôt dans les structures assez importantes. Nous, on a développé, on a Copilot. Copilot, vous savez, c'est le chat GPT de Microsoft. On a dans nos navigateurs Edge. Moi, j'utilise Chrome. Donc, voilà. Donc, mais je sais que je l'ai dans mon navigateur Edge. Donc, on a Copilot dedans. On a tous des licences Copilot, cette partie-là. Donc, Copilot, c'est un système d'IA, hein. Et la première chose qu'a fait Adista, en fait, l'IA a été voir sur notre intranet tout ce qu'il y a dans notre intranet. Et je sais que notre intranet, notre marketing, il y en a partout. Il y en a partout. Tous les métiers y vont, on a beaucoup de métiers chez nous. Et donc, du coup, il a lu tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il y avait dans notre intranet. Et évidemment, l'avantage du Copilot, c'est que ce n'est pas public, hein, c'est vraiment chez nous. Et moi, maintenant, avec Copilot, je pose une question. C'est quoi notre offre Adista Cloud Recovery, dont je parlais tout à l'heure? Où c'est que je peux trouver la documentation, machin, truc et tout? Est-ce que je peux avoir un argumentaire à distance sur le sujet? Ça génère. Pas mal ChatGPT, hein, ça génère, donc c'est quand même pas mal. Pour le syndrome de la page blanche, c'est super. Déjà. Je ne sais pas si vous utilisez. Qui utilise l'IA le jour? Ouvrez un compte ChatGPT. C'est gratuit. Je l'ai. Ouais. Pas ça, Pas professionnellement. Oui, personnellement, déjà. Ouais. Oui, d'accord. Donc, il y a des choses à faire autour de ça et on commence à avoir des sujets sur la partie-là. Qui accompagnent évidemment sur la téléphonie. En fait, là, vous voyez, c'est plutôt de la gouvernance à conformité, mais c'est plutôt autour de la conduite du changement, autour des utilisateurs. Et qu'est-ce que peut vous apporter la technologie par rapport à votre métier? C'est ça qui est important. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans la santé, nous. C'est on allie la technologie aux besoins de la santé. C'est pour ça qu'on a des offres bien particulières. Là, je vais aller vite, parce que pourquoi? Cyber, vous l'entendez tout le temps, mais nous, on fait. Enfin, En gros, voilà une installation classique chez nous. Tout à l'heure, vous vous souvenez, Dual Data Center 1, Data Center 2. On a de la protection firewalling qui est de base, avec double barrière de firewall systématiquement. Deux marques différentes, hein, souvenez-vous tout à l'heure, Storm Shield, Fortinet. Même si un établissement, c'est souvent le cas, amène son propre opérateur chez nous, bon, s'il est chez nous, c'est plus simple. Domaine de confiance. Nous, on le connaît. L'opérateur, hein. Si le MPLS du client est chez Adista, c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, des fois, on a j'ai acheté l'Artois, avec qui on a signé, donc c'est Lens plus 4 établissements, hein, où dedans, il y a 2500 utilisateurs sur un DPI. Vous le donnez un DPI, c'est celui des Nalus. Orbis. Bon, vous ne l'avez pas, vous, on en parlera après. Et on travaille beaucoup avec des établissements. Donc, ce n'est pas un domaine de confiance, donc les routeurs que vous avez chez nous, les amis, bien preuve. Le principe ici, c'est qu'on ouvre, on ferme tout. On ferme tout, et on ouvre que ce qui est autorisé. Et surtout, on fait régulièrement des campagnes sur les règles qui sont à la fin.
Parce que souvent, demande de service, ah, j'ai besoin d'accéder à un site, machin, et en fait, il est fermé parce que, voilà, c'est pour les serveurs, hein. Le serveur n'a pas besoin d'accéder à des sites. OK, il a besoin d'accéder à sa commande de pharmacie, il a besoin d'accéder à des choses comme ça, mais il n'a pas besoin d'accéder à Google. Voilà, c'est pas la tête. Donc on ferme tout. Et de temps en temps, ils ont besoin d'avoir des accès. Donc on les ouvre, mais aussi pas oublier de les refermer. Donc régulièrement, on fait des campagnes sur on appelle les matrices de flux, en fait, hein, qui des fois, c'est plus des matrices de flux, on a 150 000, quoi. Enfin, c'est pas ça. Il faut bien aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la première des choses. Après, on a les serveurs de proxy, des bastions, et on fait de la sécurité de ce côté-là. On a, je vous dis au passage, des offres NAS et des offres SAN. Donc SAN, c'est pour que ça booste. Et là, c'est pour faire du CFS, NFS, donc espace de gestion de fichiers. Par après, on a du volume. Et après, l'éditeur, par exemple, quand lui se connecte, il va se connecter via IPsec. Hein. D'ailleurs, avec des je crois qu'on a un lien permanent, comme ça, un outil. Et il passe par des bastions, hein, pour venir chez nous. Et on passe par un bastion, donc on le vit, il faut montrer ses papiers, pour faire accès et autres, mais surtout, c'est des mots de passe aléatoires. Et avec des bastions, on filme absolument tout ce qui se passe. C'est-à-dire que la personne se log, fait des opérations à l'écran, on filme ce qu'il fait à l'écran. Comme ça, s'il y a un incident après ou autre, ou si on doit revenir sur la chose, on sait exactement ce qu'il a fait. Parce que s'il y a un bug derrière, ça peut. Et puis surtout, on est obligé de lever et de tracer de ce qui se passe. Traçabilité. Parce que DICA, disponibilité, intégrité, conformité et auditabilité. Donc on est dans la partie auditabilité. Ils ont cette là, je vais vous dire. Donc on a du Walix chez nous, dans la partie santé. Hein. On a du Walix. Pourquoi? Boîte française, souveraine, et qui équipe beaucoup de centres hospitaliers. Et donc, à la fois pour tout ce qui est opération à l'intérieur, hein, donc du SI de la Dista vers ces fameuses VM, du client qui veut se connecter et du prestataire externe qui veut se connecter. Donc tout ça passe par la chose et ça va directement dessus, donc on utilise Walix. Intermédiaire, faible, intermédiaire. Vous voyez, même nous, on est zone de confiance intermédiaire. Hein. On n'a pas confiance en nos gens, enfin, chez nous. Par exemple, c'est les humains. L'humain est faillible, hein, tout simplement. Voilà pour la partie là. Quand on est en service managé sur les OS, on impose notre antivirus. Parce que c'est nous qui gérons l'OS. Nous sommes en responsabilité sur le serveur. Donc l'antivirus est notre responsabilité. Au passage, quand on installe des EDR, donc on installe SentinelOne par défaut, aujourd'hui. Demain, on a un autre EDR qui va arriver. Je dis demain, c'est une question de semaine. Celui-là, c'est un souverain français. Donc, on va remettre à notre catalogue. Donc, on est en train de le qualifier, parce qu'on a fait le choix. On est en train de le qualifier. Je ne peux pas vous dire qui c'est parce que l'éditeur ne sait pas qu'on l'a choisi. J'en ai plusieurs. Mais on sait qui c'est. Mais là, on est juste en train de le qualifier maintenant techniquement. Et en fait, pour les EDR, donc les EDR, c'est des antivirus hein, un peu comportemental, un peu particulier, qui ne travaillent pas que sur les signatures, ils travaillent sur le comportement. Tous les logs sont remontés dans notre socle de base. Ils sont remontés dans notre socle CyberProtect que je vous montrais tout à l'heure, sauf si le client me demande que ça ne remonte pas de nous, ça remonte de son socle à lui. Dans le cas d'ailleurs de la CIH, passage, ils ont eux leur propre offre avec Advance, sécurité 365. Donc on discute avec Advance pour que, enfin à chaque fois, hein, en fonction des clients, s'ils ont le SOC de notre confrère, ben, on renvoie en fait ça vers son SOC. Ça ne sert à rien d'avoir deux personnes qui contrôlent. Il vaut mieux que tout arrive dans le même panier. C'est clair. Hein. Pendant un peu au petit-déj, hein, c'est des trucs, au déj, pardon, c'est des trucs que vous ne battez pas trop. Donc on prévient, on détecte et on réagit. Donc, ça, c'est juste pour la partie sur la partie EDR. Et après, c'est classique. Hein. On identifie, on protège, on détecte et on répond. Et si c'est grave, on restaure. Ah, c'est classique. Là-dessus, on a des process d'accompagnement de nos clients en cas de cyberattaque qui est prédéfini chez Adista. On est en train d'écrire comment on accompagne un plan blanc cyber en santé. On est en train de l'écrire. En fait, on l'a déjà. Il faut juste qu'on l'adapte à la santé. C'est-à-dire, comment nous, on réagit par rapport à nos clients. Comment on accompagne notre client qui va derrière. Tout est processé chez nous. On a un outil hein, de gestion de process qui s'appelle Confluence. Tout est processé chez nous. Les expériences, c'est presque fini. Alors, les établissements type SMS, je vous donne des exemples. Hein. C'est des gens qu'on a un peu partout. C'est plutôt des références assez récentes sur la France. Alors, ils sont ou pas clients en connectivité, ou pas clients en hébergement, donc il y a un peu de tout là dans l'histoire. Hébergement HDS, pas question métier essentiellement. Ce qu'on a souvent chez nous,
pour ceux qui sont dans le médico-social, on a de l'Osiris, des Volucaires, on a les Titans. Alors, Titan, c'est pas des Volucaires, plutôt pour les EHPAD. On a l'Imago. Quand il y a une PUI, une pharmacie à usage interne, on a de pharma, beaucoup de pharma, même dans les centres hospitaliers sanitaires, il y a beaucoup de pharma, de computer engineering. Hein. Donc on les connaît par cœur, hein, les pharma, compris le patron. Salamandre, ça c'est plutôt pour la partie cantine. CJ Santé, hein, qu'on retrouve très souvent dans la partie ESMS, donc pour compta RH et compta RH, essentiellement, hein, CJ, je crois. Et planning qui doit se connecter à CJ Santé, alors là, on a toujours des soucis avec Octa, avec d'autres. Enfin, on connaît bien tous ces flux. Vous voyez, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a plusieurs fois des dizaines d'exemplaires de ces applications-là qui sont hébergées chez nous, donc on les connaît. On connaît les éditeurs, on sait comment ils fonctionnent, on sait comment les superviser, ainsi de suite. On sait comment les sauvegarder pour certains, parce que il ne faut pas toujours les choses bien, enfin, de notre point de vue. Hein. C'est ça qui est sauvegarder une base qui ne s'arrête pas, qui tourne. Enfin, voilà, c'est toujours compliqué. Donc, on est soit en mode IaaS, IaaS infrastructure as a service. Le client gère tout. Nous, on a juste la puissance de calcul. Ce qu'on fera tout le temps, c'est le backup. Le backup, c'est toujours nous-mêmes en mode IaaS. D'accord. On fera le backup, sauf pour Edge. Hein. C'était pour une partie dual et mono de l'ascenseur. Soit en service managé complet. En général, là-dedans, c'est 2 à 15 serveurs en fonction des environnements pour la partie médico-sociale. On en a rarement plus que 15. La moyenne, c'est 7-8. Si vous regardez les applis, hein, 7-8 serveurs. Des fois, pour une appli Magos, par exemple, c'est 2 serveurs, je crois, 2 ou 3. Hein, front web, la base de données, et puis l'application on est derrière. Donc, on a pas mal, ça c'est pour des exemples pour la partie médico-sociale, avec quelques logos. Ça va de 30, 10, 30 utilisateurs à 1200 utilisateurs. Ça dépend en fait des structures. Sur la partie LCO, on a mis. Vous n'êtes pas en hébergement chez nous. Un petit truc. Un petit truc pour, Un petit truc. Un petit truc. Ouais. Pour le marché. pour avoir les tuyaux. Je vais pas s'en laisser. Ok, d'accord. Oui, voilà, c'est pour avoir les tuyaux. Alors, par contre, on a quand même des hébergements. Donc, connectivité, sécurité et ou hébergement HDS. Donc, on a pas mal de. Alors, vous avez compris qu'on a un gros partenariat avec Dedalus. Aujourd'hui, Dedalus a fait le choix de. Ils avaient 12 hébergeurs. Alors, Dedalus, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un des majeurs en fait, hein, en Europe et dans le monde. En France, ils bataillent, mais ils sont numéro 1, je crois. On a aussi comme client CompuGroup Médical. Alors, ça, c'est moins connu peut-être. Ils gèrent plutôt les libéraux. Hellodoc, hein, pour ceux qui veulent héberger, enfin, CompuGroup gère Hellodoc plutôt, et CompuGroup, on les a sur la partie MS Santé, messagerie sécurisée de santé. Donc, on a les disquaires de du Care4You, on a de la gamme hein, avec le website. Donc, ça, pour des c'est hébergé chez nous. On a d'autres les pays, hein, on n'a pas que eux. Hein, oui, d'ailleurs, on a d'autres gens ici. On en a d'autres. Hein. On a de la pharma, encore une fois, sur le retour. On a du risque, on a pas mal de risques chez nous. On a des packs régionaux. On a commencé à signer nos premiers entrepôts de données de santé. Vous savez qu'il y a des projets d'entrepôts de données de santé un peu partout. Il y en a un national qui s'appelle l'UISATA. Et après, vous avez par entité des entrepôts de données de santé qui font faire de la recherche. Donc, c'est sur les CHU, voire même des regroupements de CHU qui vont là-dessus, c'est pour faire de la recherche. C'est-à-dire pouvoir avoir de la donnée, faire de la recherche. C'est très simple. René Furman, il lui arrive un incident, il a eu tel traitement. Tiens, pourquoi est-ce qu'il y a une incidence par rapport à ce traitement-là? Est-ce que c'est le seul à avoir eu? Voilà, ça sert à ça, de manière générale. Okay, les entrepôts de données de santé. Il faut apprendre de l'histoire pour pouvoir en servir. C'est assez facile. Et vous voyez, on travaille sur chez Nice pour la partie RIS, par exemple. Tout que j'ai acheté de Nice, hein, il y a 10 établissements derrière. Le RIS est chez nous. Radiologie, information, système. Excusez-moi pour le terme. RIS, PAX. RIS, oui, oui, j'y arrive. Et Deuxième fois. 2 fois. Non, il n'a pas vu les 7 autres présentations que j'ai faites. Et RIS-PAX, ouais, voilà, et ainsi de suite. Donc, les serveurs, c'est de 5 à 90. Je veux augmenter ça, parce qu'en fait, on en a à 120 maintenant, qui sont arrivés, donc pour un environnement. D'accord. Donc, c'est un peu plus gros. Donc, on est soit en mode SaaS, des fois, c'est-à-dire que les éditeurs, on a une vingtaine d'éditeurs chez nous en mode SaaS, c'est-à-dire que nous, on ne connaît pas les clients qui sont derrière. Hein. Dedalus, on les connaît forcément, parce que c'est systématiquement des projets importants, et systématiquement, on est déclaré dans leur. Et on va avec eux dans les soutenances, et donc ils nous connaissent. Par contre, on a Ecodentist qui s'appelle maintenant WeClover. On a 1500 cabinets dentaires derrière, on n'en sait pas l'idée. Hein. C'est l'éditeur qui est hébergé chez nous. On ne citait que lui.
Radio RIST, donc là, c'est pour vous donner aussi un exemple. Hein. Pour ceux qui connaissent, c'est en général, le serveur, c'est une AD, parce que toujours une AD, petit directory, on va y accéder, en ligne avec l'AD de l'établissement. C'est une base de données, c'est une app, c'est une interface, c'est juste un fichier, c'est un portail, c'est un reverse proxy. Le reverse proxy qui est souvent donné en mode SaaS, c'est-à-dire que c'est nous qui l'amenons, parce que le reverse proxy n'est pas terrible. On fait de l'admin exploit supervision ou pas d'ailleurs, hein, ou IaaS, et des services applicatifs. Et vous voyez là, j'ai mis 3 références, mais on en a d'autres, on en a pas mal dans le privé aussi. J'ai mis 3 références de GHT qui utilisent en fait, le radio HMC de l'éditeur EDL. Alors, je disais en préambule qu'on connaît bien l'éditeur. On ne les connaît pas tous, hein. On n'a pas cette prétention-là. Mais on en ouvre un, 2, 3, 4 par an. Hein. Là, on est en train d'ouvrir un majeur, je ne peux pas le dire. On est en train d'ouvrir un majeur là, qui va arriver sur la partie anapathologie. Ceux qui connaissent, hein, parce qu'il y a de plus en plus de besoin d'anapath, ou de max, je ne sais pas comment on appelle ça. Où là, c'est encore pire que la radiologie en termes de stockage. On a aussi des PACS régionaux. Alors, les PACS régionaux, c'est quoi? PACS, c'est Picture Archival Clinic. C'est la radiologie, c'est l'image de radio. Voilà. En anglais, c'est cas d'usage, service d'archivage. Parce que la radiologie, ça prend de plus en plus de taille. Alors, c'est déjà important, mais là, avec les nouveaux scanners qui arrivent, avec les nouveaux, je ne sais pas quoi, en tout cas, les images grossissent. De plus en plus. On a maintenant dit, autant avant, on avait des images 40, 50 mégas, 500 megs quand c'est les scanners, par exemple. Là, on commence à avoir des choses à 2 gigas, 4 gigas d'image. Ah, c'est de plus en plus. Bon. Puis encore, je ne parle pas de la pathologie, où c'est encore plus gros. Et donc, il faut stocker tout ça. Et plutôt que de dire que le client, lui, il n'arrête pas de rajouter des BD, parce qu'il est obligé de garder toutes ces images. En plus, il y a des règles complètement folles. Une image dans un GHP, c'est 10 ans, 15 ans. Donc c'est 15 ans. 15 ans. Okay. Vous savez combien c'est dans une radiologie privée? 5. Pourquoi? Hein? Pourquoi? C'est fou, quoi. Les règles ne sont pas les mêmes entre le public et le privé. Donc, c'est assez fou. Enfin, ouais. Donc, là, l'idée, c'est de décharger. Décharger, et puis ensuite de le récupérer quand le patient revient. C'est le but du jeu. Ça s'appelle du pot-fetching. Donc, on a pas mal d'imagerie là-dessus. L'autre intérêt, alors, PACS régionaux, c'est un peu abusé du terme, parce qu'on a des GHT qui utilisent ça pour eux. C'est plus un PACS régional vraiment, mais c'est quand même ouvert à l'extérieur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir faire en fait du partage d'informations entre, vous allez faire une radio dans un privé. Cette radio, en fait, là, il y a des PACS régionaux qui existent un peu partout. Nous, on en a un, on a la chance. Bon, il est à domicile, hein, en Grand Est, ici. Dessus, mais pas que, hein, j'explique après. Et donc, là, l'idée, c'est de pouvoir le partager avec des visionneuses aux patients, aux médecins qui traitent le patient, à l'expert éventuellement, à d'autres radiologues s'il le faut. Et tout ça, en fait, c'est chez nous. Simplement. Et là, c'est vraiment en hybridation, d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas tout qui est chez nous. On a le cœur, mais pour les visionneuses, des fois, c'est dans d'autres clouds. Hein, ça dépend, en fait, comment c'est monté. Et donc, avec des portails et autres, moi, j'ai fait une radio du genou il n'y a pas très longtemps. Hein, je pourrais même vous montrer entre midi et deux. Ben, j'ai accès à ma radio du genou. Hein. Elle est stockée chez Adista. Hein. Mais ce n'est pas parce que je suis chez Adista, c'est parce qu'en fait, je passe par le portail public. Hein, du grade, c'est le grade qui a monté ça hein, là-bas. Je dis mot de passe, j'ai ma radio et j'autorise les gens où je peux la partager avec n'importe quel médecin. Intéressant. Et puis surtout, je le garde. L'étape de demain, ça sera dans mon espace santé. L'étape de demain avec Dreambox. Ah, j'y arriverai. Avec Dreambox, rien à voir avec l'offre de nos amis Dreambox. C'est quoi? C'est pas. Non? Tu connais? Pas une box qui s'appelle Dreambox? Si, mais c'est pour des ventes de voyage. Ah, ça s'appelle comme. Ah oui, voilà, c'est ça. Et. Si, genre. Et donc, Dreambox, en fait, c'est l'optimisation de l'imagerie pour faire un partage d'imagerie bientôt. On a des sujets là-dessus. On est en train de travailler sur ces sujets pour qu'on puisse proposer directement des solutions. On a déjà aujourd'hui, petite aparté sur mon espace santé. Nous sommes opérateurs MS Santé. Comme nous sommes opérateurs MS Santé, on a aussi tous les API qui permettent, pour une application, d'aller écrire dans mon espace santé. Et évidemment, on fait de la messagerie sécurité santé, donc du coup, on peut aussi donner ce qu'on fait d'ailleurs avec CompuGroup. Hein. Ça sert à ça, hein, c'est les 35 000 boîtes aux lettres qu'on a chez nous. C'est pour que ça puisse, le patient puisse discuter avec son médecin traitant. Et puis ça roule comme ça. Mais on a aussi des API pour l'écrire directement, lire ou pas dans le DMP. DMP, INS, on appelle ça un peu. Voilà. Moi, j'appelle ça maintenant mon espace santé. Qui a ouvert mon espace santé? Voilà. Vous allez sur mon compte Amélie. Voilà. Bah, moi, je l'ai ouvert. C'est surtout que maintenant, il est par défaut ouvert Il est ouvert. systématiquement Il est ouvert. dès qu'il y a un remboursement.
Ouais. C'est le Ouais. patient qui doit s'opposer éventuellement. Voilà. Alors, vous pouvez dire, on va l'autoriser. Mais moi, pour vous dire, je l'ai ouvert. J'ai autorisé tout le monde. Les dentistes, les machins, je n'ai pas besoin de tout. Déjà, parce que s'il m'arrive quelque chose, c'est bien d'aller voir dessus. Il y a mes prescriptions qui sont dedans, mes soins sont dedans. J'y ai mis mes directives anticipées. Pour ça, ma famille n'aura pas de problème au cas où moi j'ai un souci. Tout est dedans, quoi. Enfin, il faut l'utiliser. D'accord? Pour une fois qu'on a un truc qui marche, parce qu'il marche bien. Hein. Moi, je trouve que c'est un super produit. Et vous pouvez dialoguer avec votre médecin. Alors, il faut encore que votre médecin vous écrive. Hein. Ça, c'est encore un autre débat. Parce que le taux d'adoption, par contre, des médecins est obligatoire. Ils ont des subsides pour ça, hein, de plus en plus sur les MSS Santé. Et on voit bien les chiffres qui montent. Parce que, en fait, pour tout vous dire, Adista est le premier. On est le numéro 1 en termes de trafic de médecins. Pourquoi? Parce que là, on a un gros éditeur qui est dessus. Donc, un industriel qu'on utilise nous, parce qu'en opérateur, on utilise sa solution à lui. Qu'on a un compute groupe médical qui est devant. Et surtout, on a les DGS urgents. Donc, en fait, on a les alertes sanitaires qui passent par nos plateformes. Quand il y a eu la variole du singe, c'était 4 alertes sanitaires par jour, à peu près pendant 2 semaines. C'est 800 000 mails envoyés en moins d'un quart d'heure à chaque fois. Tout ça passe par nos plateformes. Donc, on maîtrise assez bien le sujet. C'était une aparté sur la partie MS Santé. Oui, les passes archivage, donc on l'a fait pour le Grand Est, hein, ici. Bon. Avec des abus. Hein. Parce qu'il faut bien une application qui tombe derrière. J'ai acheté Nice, mais là, c'était pour leur propre besoin. Une cancer pas donné, mais c'est aussi des abus qu'il y a derrière. Et après, on a, par exemple, des groupes privés qui ont commencé à monter leur propre taxe entre eux pour pouvoir faire des échanges et partages. Parce que vous savez que, comme partout, comme les biologistes, les radiologues se mettent. Voilà, il y en a de plus en plus, les groupes sont de plus en plus gros. Et donc, l'idée, c'est que un radiologue spécialisé en neuro, il n'y en a qu'un pour tout le groupe. Et donc, il faut qu'il puisse partager dans tous les sens les images. Et donc, c'est mieux de passer par des plateformes centralisées. Hein. C'est ça l'idée. Là, un petit truc particulier, c'est une étude clinique en oncologie qu'on a faite. Alors, moi, j'aime bien pourquoi? Parce qu'elle a une spécificité. On avait de la VM, là, classique, hein, SQL Server, des VM applications, c'était l'appli qui est publiée sur Citrix d'ailleurs. Par contre, ils nous ont imposé, pour faire de la GPU, vous savez, la GPU, c'est pour faire du calcul intensif. Ils nous ont imposé leur propre interface, parce que l'éditeur qui est là, Research Laboratory, avait leur propre boîte en fait, fermée, qui était un serveur Dell, hein, avec des processeurs graphiques à l'intérieur. Donc, on a mélangé du physique avec de la virtuelle. Et c'était un projet qui tourne encore d'ailleurs, projet européen, une étude clinique sur la protonthérapie, et vous voyez, c'était d'ailleurs européen, hein, porté par le CHU de Nancy, qui est lui le donneur d'ordre, avec Liège, Louvain, des Allemands, il manque les Luxembourgeois, et le centre François Baclès, qui est bien connu à Caen. Hein, c'est un gros centre anti-cancer, hein, il est presque plus gros que le CHU, qui est juste à côté, tellement il est important. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de la partie là. Hein. Juste un petit mot sur la protonthérapie, c'est de la radiothérapie. La seule différence, c'est que, alors il n'y en a pas beaucoup hein, de canons à proton, je crois qu'il y en a 3 en France, me semble-t-il. À Nice, il y en a un à Baclès, et le troisième, je n'ai jamais oublié de Paris, je pense. Et canon proton, ça vous permet, en radiothérapie, vous savez, le problème qu'il y a, c'est que ça diffuse. Quand vous traitez une tumeur, ça diffuse à côté. Hein, ça a du mal à cibler. Comme. Vous ne pouvez pas, avec une radiothérapie, aller traiter une tumeur qui est à 3 cm en profondeur dans votre cerveau. C'est vous cramez de la matière grise qui est en face. D'abord. Protonthérapie, c'est la radiothérapie, mais ciblée. Ils sont capables de traiter une tumeur dans un œil, sans bousiller l'œil. C'est un canon à proton. Qui, en fait, déjà, est derrière, il faut pouvoir découper d'une manière pour que le matériel marche bien. Il découpe, en fait, la tumeur par rapport aux radios qui sont faits en 160 degrés dans tous les sens. Il découpe la tumeur pour que le truc, il a bien cramé juste la tumeur. C'est capable d'aller chercher une tumeur à 3 cm dans le cerveau sans oublier la matière grise, parce que les fréquences sont différentes. Vous voyez? Il y a des études là-dessus. C'est la protonthérapie, c'est un truc qui évolue. Il n'y a pas tout le monde qui a accès. Hein. Pour l'instant, c'est que des études chimiques, parce que c'est assez cher. Mais bon, ça va j'espère, se libéraliser pour tout le monde, pour le traitement contre le cancer. Comme vous savez tous, le cancer, une fois qu'on l'a, c'est le bordel. Après, on a les ISDIS aussi. Donc là, c'est des exemples. Hein. On a un ISDIS ici avec Schiller Médical. Moi, je viens de la présenter, parce que ça, pour le coup, Schiller, Furman. Hein. Donc, Schiller, c'est des appareils d'électrocardiogramme. Quand un SAMU arrive sur un patient, il faut un électrocardiogramme. L'application est vachement simple. C'est qu'ils ont une tablette, un électrocardiogramme. Ils se connectent en fait à la VM qui est hébergée chez nous. Et pourquoi elle est hébergée chez nous? Parce que c'est une VM qui est produite pas forcément par le SDI. Donc en gros, il y a un problème légal. Et ils partagent de l'information aussi avec le centre de dispatching. Et ils partagent l'information aussi avec l'hôpital qui va le recevoir. Donc là, l'idée, c'est de savoir déjà, le cardiologue voit déjà
l'électrocardiogramme avant même que le patient soit là. C'est quand même plutôt qu'un coup de téléphone, il a tout de suite le truc, parce que en plus, la personne qui est sur place n'est pas forcément capable d'analyser l'électrocardiogramme. Donc ça sert au dispatcher, ça sert à celui qui arrive, et surtout peut-être aussi de l'orienter vers le bon endroit, hein, en fonction de sa pathologie. Il y a ça. Ça, on l'a pas signé encore, mais on va les avoir. Marché CIH, d'ailleurs, le ZIS 54, et là c'est URSSAF. Donc URSSAF, en fait, là c'est plutôt plus général, c'est l'état général d'un patient. C'est polytraumatisé, qu'est-ce qu'il a, donc on coche toutes les cases. Et le dispatcher, bah, là vous connaissez bien ça, les urgences. Vous l'avez chez vous? Ouais. Les pompiers de. Pompiers, oui, ils l'ont. Et donc là, l'idée c'est de l'envoyer au bon endroit, parce qu'on ne traite pas un AVC comme on traite un polytrauma. Hein. On ne l'envoie pas au même endroit, puis surtout quand on a un AVC, on peut déclencher l'alerte thrombose. C'est qui est bien connu en urgence, à la thrombose, tout le monde se mobilise. Hein. Parce que je crois que c'est toutes les 2 minutes, c'est 20% de perte de chance. C'est comme ça. Des exemples encore sur des sites web, mais pas que, parce qu'on en fait pas mal. Par exemple, là, on est très fiers. On a le site web du Visata Hub. Pour les connaisseurs, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui concentre toutes les données françaises de Navarre, avec une grosse polémique autour, parce que les données sont stockées chez Azure. Donc, on ne stocke pas ça chez nous. Hein. Ce n'est pas notre tenant Azure à Dista. Par contre, on a le site institutionnel du Visata Hub qui est hébergé chez nous, qui permet de faire des appels à projets pour les chercheurs, hein, pour les demander des données. C'est le site le plus attaqué de France, hein, je peux vous le dire. Hein. C'est une vraie catastrophe, ce truc-là. Donc, il est super protégé. Parce que même s'il se fait hacker, et puis que, par exemple, ils disent on a hacké le Data Hub, tout le monde va comprendre, on a hacké toutes les données françaises. Parce que nous avons la plus grosse base de données médicales au monde, en France. Pourquoi? Parce qu'on a la CNAM, on a la Sécu, et on remonte tout. Donc, on a la plus grosse base. Parce qu'ailleurs, ce que vous trouvez, ce n'est pas organisé comme nous, on était organisé depuis le début grâce à la Sécu, ou à la CNAM. Hein. Voilà. Et donc, du coup, et d'ailleurs, ces données sont collectées par la TIH, hein, par l'Agence technique d'information hospitalière, qui est une boîte publique sous l'autorité de la HAS. Là, pareil, on héberge des choses de la TIH chez nous. Vous voyez, on a des grands clients un peu importants. On a tout. Hein. On en a 1000, hein, des clients, donc, globalement. Donc, dedans, c'est important. Donc là, on héberge des choses particulières comme les Val Santé, par exemple. Et pourquoi je les mets? Parce qu'on a connecté leur applicatif avec la MS Santé pour qu'ils puissent dialoguer directement avec les médecins par rapport à ce qu'ils appellent les Val Santé. Là, les Val qui est en cours, c'est la pertinence des prothèses auditives à prise à charge totale. Donc, il y a des médecins qui appellent des patients pour leur dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça a fonctionné. Et si ça ne fonctionne pas bien, parce que prise à charge totale, ok, c'est super, mais ça ne marche pas, ils envoient des mails à quoi, l'opticien ou comment on appelle Un audioprothésiste. un audioprothésiste, merci Jean, pour vérifier ce qui se passe, pour vérifier que tout va bien. Donc, ils vont faire ça ils font ça actuellement pour les prothèses audio, et ils vont faire ça aussi pour la partie dentaire. Et lunettes aussi, je pense, derrière, parce qu'en fait, pour l'instant, c'est tout ce qui est prise à charge d'avant. On a aussi une autre étude avec eux, enfin, c'est pas une étude, hein, c'est une éval psy, on va l'appeler comme ça, là. Là, c'est la PHM qui le mène au niveau national. OK. Psy. Fondation Rothschild, là, c'est des portails web classiques où, par contre, il y a des espaces particuliers à l'intérieur pour prise de rendez-vous, dépôt de factures, dépôt d'ordonnance, récupération des factures. Là, c'est quand même assez sensible. Hein. Il ne faut pas qu'il se passe hacker, parce que là, il y a les données santé, à caractère personnel, il y a identifiant et autres. Donc, ça, c'est hébergé chez Adista. Donc, c'est du site web, oui, mais pas que. Enfin, c'est ça l'idée. Donc, super protégé. Et le dernier, c'était juste pour Adista Cloud Recovery. Donc, là, c'est un ESMS dans le nord de la France qui vous dédie, qui réplique en fait ces serveurs chez nous, au cas où chez lui, pour pouvoir faire un plan de reprise d'activité, en cas s'il se fait plus près. Il réplique, et puis le jour où il a un problème, on appuie sur on et on déclenche le PMIS. Voilà, je vous ai donné quelques exemples d'usage. Je mets la colonne là-dessus. Pourquoi venir chez un cloud provider comme nous? On n'est pas tout seul, hein, mais 170 certifiés HDS, c'est 115 cloud providers, à peu près. Certifiés HDS, hein, parce que les autres, c'est de la liste. Sur les 115, si vous prenez ceux qui ont les 6 niveaux, je l'ai dit tout à l'heure, on ne doit être plus que 25 ou 30, quelque chose comme ça. Ensuite, si vous prenez les 6 niveaux qui en même temps est opérateur, vous tombez sur 2 ou 3. Donc, vous voyez, c'est une façon de nous démarquer par rapport à d'autres. Hein. Donc, on a eu d'ailleurs la certification bien avant les autres. Donc, on a assez rodé là-dessus. Donc, déjà, sur la partie parce qu'HDS, parce que la conformité. On apporte aussi la conformité de l'autre côté. Quand vous êtes chez nous, quasiment, en tout cas sur la partie infrastructure, si vous avez tout chez nous, la partie PCC, c'est la nôtre. Donc, si vous avez besoin de déclarer une PCC, on vous la donne. Notre PCC, c'est ce qu'on fait hein, tous les jours. Hein. Avec notre client, j'ai pas de PCC, voilà, on donne la note, parce que tu l'as chez nous. PRA, bah, on a le PRA.
procédures. On a du PCA, la procédure. On a de la sauvegarde dans les procédures. On n'a pas de la conformité. On vous débarrasse de tout ça. Conformité RGPD, pas de problème. On a la conformité RGPD. On a tous les documents qui vont bien. Donc, c'est la conformité. La connectivité, j'en ai parlé. La cyber, j'en ai déjà parlé aussi. L'audit du conseil du service. Et puis, les services e-santé. Je vous ai parlé de la MS Santé, mais pas que. On a également des conforts patients. Ça permet d'envoyer des mails, des données à santé à caractère personnel à des gens qui n'ont pas la MS Santé parce qu'ils n'ont pas ouvert mon espace santé. Donc, on ne peut pas leur envoyer, on leur envoie sur leur mail. Donc là, vous savez, quand vous avez la votre bio, vous recevez un petit mail avec une URL, vous vous connectez. Votre mot de passe, c'est toujours le même. Pas top quand même. En tout cas, vous descendez votre résultat, ce qui est déjà pas mal. Et demain et aujourd'hui, vous l'avez dans votre espace santé, naturellement. Pour ça, je vous dis, ouvrez-le. Ouvrez-le. Votre résultat de bio, vous l'avez. Vous allez aux urgences 2 jours après, ils ont votre dernier résultat de biologique. J'ai un cas, j'ai acheté où le système qui était hébergé chez un de nos confrères n'a pas tourné, bio, n'a pas tourné pendant 72 heures, c'était je crois leur crash. Il y a eu 2 morts. 2 morts. Parce qu'ils n'avaient pas eu le résultat de bio à temps. Vous voyez, donc là, vous y allez, il y a votre dernier résultat de bio. Ils savent exactement où vous en êtes et ils savent quoi vous mettre dans le sang si jamais il faut. Faites-le vraiment. Voilà pour le service e-santé. Et je passe concernant ces suivants à quelle heure il est. Très bien, 4 minutes. CIA, je ne vous présente pas pour ceux qui connaissent, mais c'est une association. Alors, on a juste un petit aparté. Il y a des gros mouvements à la CIH actuellement. Pour ceux qui travaillent avec eux, vous l'avez peut-être remarqué. Il y a des gros mouvements actuellement. Et voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer avec l'IHA. Clairement, parce que souvent les gens du IHA. Ah non, ça n'a pas changé. Mais en tout cas, la CIH s'en parle de l'achat informatique hospitalière. D'ailleurs, ça travaille comme une IHA. Là, vous avez les fondateurs et ça gère pas mal de marchés. Ça gère aujourd'hui 35 marchés actifs à peu près sur un truc. Donc, vous avez d'autres marchés évidemment que le nôtre. Pas d'autres. Vous allez voir sur le portail, c'est assez clair. De manière générale, vous les appelez à ce niveau-là. Il y a 2000 membres en moyenne. Donc, c'est des adhésions, je vous en parle après. C'est de l'association, c'est une forme d'adhésion. Vous adhérez, vous faites partie de l'association et vous avez accès naturellement au marché sans passer par un appel d'offres. Ils l'ont fait pour vous. Et vous bénéficiez, par exemple, pour Tania Kalissa, vous bénéficiez de leur CCAP, de leur CCTP, de tout ce qui est écrit à l'intérieur, que si on est passage, qu'on reçoit des pénalités, et ainsi de suite. Donc, tout est dedans. Donc, le cadre juridique est déjà fait, il n'y a plus rien à faire. Pas besoin d'un loi, tout va bien, pas besoin d'avoir un consultant externe, tout est dedans. Ce niveau-là. Établissements qui ont accès en fait à la CIH, j'ai déjà barré au PH. J'ai eu des petits problèmes d'ailleurs parce que ils ont décidé de virer les EPH alors qu'ils sont encore sur leur site. Ils sont en train de se recentrer plutôt sur le niveau social et social. Par exemple, les conseils départementaux pouvaient ne peuvent plus. Par contre, les MDPH, les conseils départementaux peuvent. Les métropoles pouvaient, peuvent plus. Par contre, les CCAS de la métropole peuvent. Enfin, à chaque fois, vous nous appelez pour des structures où vous avez un doute, on le fait avec vous. D'accord? En ce moment, c'est un peu en mode. En tout cas, pour tout le reste, à partir du moment où on fait du social, du médico-social ou du sanitaire, ça fonctionne. C'est ça qui est important. Parce que c'est vrai qu'on ne comprenait pas trop pourquoi les OPH étaient dedans, mais oui. Parce que les OPH, en fait, traitent beaucoup de handicap, quelque part au niveau de leur établissement. C'est logique, puis c'est une organisme public. Voilà. À ce niveau-là. Pour les adhésions, si, pour les adhésions, c'est très simple. Alors, nous, on a les contrôles, parce qu'évidemment, mais en tout cas, l'établissement adhère à la CIH, là, les prix, par an, par marché. Et par marché, avec tous les lots qui sont à l'intérieur. Le lot HDS le marché HDS a 6 lots. Donc, il y a le premier, comme souvent, je le prends après, nous. Il y a le lot 2 Azure, le 3 AWS, le 4 Google GCP, le 5 NIMSpot et le 6 OVH. Le premier est multi-attributaire et les autres sont mono-attributaires. Bon, pour en discuter, vous savez, sur le site, vous l'avez. Donc, vous faites l'adhésion ici, après, c'est fini. Vous signez la convention et c'est fini. Ensuite, le contrat se fait à distance, la facturation se fait à distance. Il n'y a pas de marge arrière, il n'y a pas de remise supplémentaire, de marge supplémentaire qui sont prises à la différence de l'UGAP, par exemple. L'UGAP, c'est l'UGAP qui vous facture et qui prend de la marge, qui prend de la marge, qui prend de la marge. D'accord. Reza, par exemple, eux, c'est un peu différent. Vous utilisez le Reza. D'ailleurs, je ne connais pas très bien les prix du Reza. Mais par contre, sachez que le titulaire, lui, fait de la marge arrière vers le Reza pour toute transaction.
Petit, hein, 2-3%, mais c'est toujours ça. Là, c'est vraiment assez fluide. Et nous, on contrôle avec la CIH que l'établissement a bien souscrit pour qu'on soit conforme au marché public. Très simple. Là, vous avez, vous voyez, une structure de 100, 200, 400. Quoi. Là-dedans, les médico-sociales, c'est surtout. Alors, il y a des notions de place, parce que je pas fait autrement. Mais globalement, s'il n'y a pas cette notion de place, vous les appelez, puis ça tombe sur le autour de 200. Ou pas. Une fois, fini. Prochain. Pour le marché qui nous concerne, il s'appelle Conseil accompagnement infrastructure hébergée pour les données de santé HDS, son petit nom de code 23 AEO Cloud. Les bons de commande peuvent être émis pour une durée d'accord cadre qui dure 4 ans. Donc, il a été notifié fin septembre 2023, donc il court jusque fin septembre 2027 en termes d'émission de bons de commande. On peut engager jusqu'à 60 mois à l'intérieur du contrat, mais on ne peut pas dépasser, en ce qui nous concerne, on ne peut pas dépasser 18 mois après la fin du marché. C'est-à-dire qu'on peut engager jusqu'au mars 2029, ce marché-là. Ils ont rallongé avant, c'était 6 mois. Moi, je leur ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas 36 mois après le moment? C'est les règles de marché. D'accord? Donc, un marché de 4 ans, et puis la PO, prise d'ordre pour PO. L'outil distributeur, donc évidemment, il y a les meilleurs. Et après, bon. En fait, il y a Cloud Temple, Claranet, Atos, je suis très surpris. Mais Cloud Temple, Claranet, c'est pas surprenant. On les rencontre souvent. D'ailleurs, Claranet et Adista, on a été les deux retenus pour Dédalus sur 12, hein, parce qu'ils ont choisi 2, il vaut mieux marcher sur 2 jambes que sur une. Hein. C'est normal. Et on se partage en plus les marchés avec eux. Cloud Temple, ils sont pas mal, mais ils font que du cloud. Et ils ont un gros avantage par rapport à nous, c'est qu'eux sont déjà techniques cloud, et nous, on l'est pas, pour l'instant. Mais on a une solution. C'est ça qu'il faut dire. Pas au type de la CIH, on a une solution. Et Atos est le quatrième. Vous savez qu'Atos, c'est un peu souci en ce moment. Hein. Je ne sais pas si. Oui. C'est dommage, hein, parce que c'est une belle boîte. Mais bon, voilà, ils ont un petit problème. Et puis après, pour les autres, je connais le 5e, mais c'est pimenté. C'est sympa quand même. Je vous le dirai après. Parce qu'il était sur un autre lot, il ne l'a pas eu non plus. C'est pour les connaisseurs, là, je vous dirai. Et voilà. Je vous ai pas saoulé. Je vous ai pas saoulé parce que j'ai essayé de faire vraiment un 360 par poche. Ça vous donne l'ampleur quand même de ce qu'on sait faire dans le domaine de la santé, mais pas que, hein, parce qu'évidemment, les autres structures en profitent de ce qu'on fait. Je ne vous ai pas dit qu'on avait un pétard 5. Un pétard 5 de données chez nous en termes de radiologie. Un pétard 5. On est sur des projets de pathologie à 6 pétards. On est sur d'autres projets de PAX toujours à 2 fois 3 pétards. Qu'on fait de plus en plus de l'on-prem pour des grosses structures. On fait de l'on-prem infogéré par Adista, donc, et on le voit en mode cloud, mais on l'installe chez le client, c'est la partie Edge. Ça, c'est plutôt nouveau pour nous, hein, cette démarche qui est assez forte. Et puis qu'on n'a pas de petits clients, que vraiment on a une panel qui est super important, et puis qu'on connaît bien l'écosystème. C'est ça qu'il faut comprendre. OK, merci. Merci. Donc là, maintenant, vous allez vous enlever juste de l'autre côté. Il n'y a pas l'effet waouh en ouvrant? Si, il fait ça. C'est ça. Je sais pas, il paraît que. C'est même l'autre côté qui va venir à vous. C'est vrai que le bâtiment est tout. Le pas sec encore. On n'a pas de questions à l'historien, donc on peut couper. Vous l'avez bien compris, hein, René et moi, on vient en support par rapport au commerce de chaque agence. Donc vous avez toujours vos interlocuteurs. Ah oui. On ne change pas les règles. C'est juste que si vous répondez vers nous, nous appelle et avec plaisir, on viendra échanger avec vous sur ces sujets. Ah, moi je croyais que c'était un effet. Hein,